Hugues François Onana est un journaliste bien connu sur la scène médiatique camerounaise et pour cause, sa voix a bercé plus d'un sur la radio nationale camerounaise, mais il est également sociopolitiste et chercheur. Il est l'invité de cette édition de Sans Rancune et pendant 90 minutes, on parlera avec lui notamment de son nouvel ouvrage intitulé Le Printemps arabe, la victoire posthume de Mouammar Kadhafi, tout un programme. Je vous invite donc à suivre très attentivement cette édition au cours de laquelle nous recevrons également dans quelques instants Babi Sakana qui reviendra nous parler de ce grand événement sur le développement de l'Afrique à travers des plans qu'il organise donc à Yaoundé. Ça se tiendra au courant de ce mois de mai, je crois, ou alors en juin. Au courant de ce mois de mai. On en parlera également dans cette édition. Une édition dans laquelle on vous retrouve, vous, Cabral Libye, pour nous parler cette fois-ci de Macron et de savoir si son élection peut parler à l'Afrique ou alors si ce qui s'est passé en France avec l'élection de Macron peut arriver en Afrique. Bonsoir Cabral. Bonsoir Paul, bonsoir à tous tes nombreux téléspectateurs. Et dans cette édition également, on aura une vraie star. On en a d'habitude, mais là, c'est une vraie de vraie. Elle a tout ce qui s'apparente à une star. C'est une star au sens propre du terme. Jocelyne Bizarre, artiste camerounaise qui viendra nous présenter son nouveau single intitulé Frotter Frotter, qui est précurseur de son 3e album. Lui, il sera intitulé Shut Up et viendra sur le plateau nous en parler également. On ira dans cette édition parler des cahiers d'actualité où nous irons en Libye où il y a encore eu des morts. Finalement, la Libye sera à la une dans cette édition, d'abord à la faveur du livre de l'invité. Et en plus, dans cette actualité des cahiers d'actualité, on parlera des réactions des chefs d'État africains sur l'élection d'Emmanuel Macron. On ira voir les 82 filles enlevées du lycée de Chibok qui ont été retrouvées au Nigeria. L'une d'entre elles a volontairement refusé de ne pas repartir. Est-ce qu'il s'agit du syndrome de Stockholm? Mais on parlera d'un enlèvement présumé du côté du Tchad. Enfin, on aura, comme c'est la tradition, tous les vendredis, Florent Barga, qui viendra à la fin de l'émission, nous présenter l'image et la vidéo de la semaine. Merci d'être en notre compagnie. Installez-vous confortablement. Nous marquons la traditionnelle petite pause pour démarrer tout de suite avec le vif du sujet. À tout de suite. On est donc sur le plateau de Sans Rancune pour cette édition de vendredi soir et on va accueillir, comme il est de tradition, celui qui va nous accompagner tout au long de cette émission, le docteur Hugues François Onana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Monsieur Libye, que vous devez sans doute, que vous connaissez sans doute très bien. Voilà. On se serre la main. Soyez le bienvenu. Merci. Comment ça va? Installez-vous, ici, juste là. Très bien. Merci infiniment d'être venu à cette émission, docteur Hugues François Onana. Je le disais en introduisant l'émission pour vous présenter assez sommairement à nos téléspectateurs. Vous êtes un journaliste camerounais hors échelle. Vous avez officié pendant de très très longues années sur la radio et la télévision, l'Office de radio et télévision camerounaise nationale. 27 ans précisément. Parallèlement à ça, donc, vous avez un doctorat PhD en sociologie politique. En sociologie politique, j'ai aussi un DEA en sciences politiques, voilà. Et aussi un 3e cycle en sciences de l'information et de la communication, voilà. Ce qui a fait de moi un journaliste principal en 1990 et j'ai terminé ma carrière au grade de journaliste principal hors échelle. Voilà. Et donc, je disais, parallèlement à votre carrière de journaliste, vous êtes également enseignant d'université. Vous êtes également chercheur. Oui, je cherche beaucoup, je cherche. Et vous avez déjà trouvé pas mal de choses. Je cherche toujours. Vous cherchez toujours. Je cherche toujours. Vous êtes là ce soir à la faveur de l'apparition de cet ouvrage aux éditions de la Renaissance africaine, Printemps libyen, la victoire posthume du colonel Mouammar Kadhafi. Ça peut être surprenant comme titre quand on sait que Kadhafi est généralement dépeint comme ce dictateur qui avait des accointances avec des milieux terroristes, qui a financé plusieurs attentats, notamment celui qui a été le plus retentissant, celui de Lockerbie. Et là, Il est dépeint par qui? On y reviendra. Ouais. Sauf que dans l'ouvrage que j'ai sommairement survolé, vous décrivez plutôt un héros. Oui, c'est un héros. Il faut que justice, lui, soit rendue. C'est un héros, lui, il est mort. Mais il faudrait que les Camerounais, les Libyens, les Africains et le monde entier sachent lire et sachent tirer avantage de ce que Kadhafi a fait, a laissé comme réalisation. Pas seulement pour la Libye. Pas seulement pour la Libye, pour l'Afrique entière et même pour le monde. Parce qu'il a donné des exemples qui vont faire école dans le monde entier jusqu'au siècle prochain.
Ce sera dans le plan de résistance de cette émission, notamment à la faveur de l'échange que vous aurez tout à l'heure dans le face-à-face avec Cabral Libye. En attendant, on va accueillir la deuxième personne qui va juste nous rendre une brève visite, comme il en a l'habitude sur ce plateau et se retirer. Babi Sakana est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous présente pas Cabral Libye. Oui, on ne présente plus Cabral. Merci infiniment Babi Sakana d'être encore là sur ce plateau pour nous parler. Alors je m'égare un peu, c'est PMC, c'est bien ça? Project Management Conference. D'accord. Donc la conférence panafricaine sur le management des projets. Voilà, donc je me suis un peu emballé les pinceaux tout à l'heure, il fallait que vous veniez restituer ça, on en parlera, ça se tient effectivement ce mois de mai. C'est ça, du 24 au 26 mai. Du 24 au 26 mai au Palais des Congrès de Yaoundé. On reviendra là-dessus sur quelques détails, je vous donne juste la possibilité d'assister avec nous à la chronique de Cabral qui nous revient après quoi, 3 semaines d'absence, c'est ça? Mais non, j'étais la semaine dernière. Oui. je perds un peu le nom. Vous m'avez tellement manqué les 2 semaines précédentes que finalement je ne me souvenais pas que vous étiez là la semaine dernière. Oui, et la semaine dernière vous reveniez de Bamenda justement avec plein de choses dans votre escarcelle justement sur le retour de Bamenda. Et aujourd'hui, c'est l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française qui retient votre attention. Et vous vous posez la question de savoir si le rêve Macron est permis en Afrique. Est-ce que le rêve Macron est permis en Afrique? En fait, cette question en elle-même est un peu erratique. Parce qu'à la vérité, si on parle tant de Macron, ce qu'on met, en tout cas vu d'Afrique, en avant, c'est son âge. Il est âgé de 39 ans. Mais quelqu'un disait tout à l'heure, il faut que justice soit rendue. Il faut reconnaître que les présidents âgés, on n'en a pas connu qu'en France. Seulement au Cameroun... Âgé de la trentaine, vous voulez dire? La trentaine. Le tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, a été élu en 1960, il avait 36 ans. Et si on revient même à une époque beaucoup plus récente, je me souviens que Joseph Kabila, l'actuel président de RD Congo, lorsqu'il remplace son père en 2001, lui qui est né en 71, il n'a que 30 ans. 30 ans. Au Togo, Faure Gnassingbé, lorsqu'il succède à son père en 2005, lui qui est né en 1966, il a justement 39 ans, l'âge de Macron. Beaucoup plus proche de nous, au Gabon, lorsque Ali Bongo Ondimba succède à son père en 2009, lui qui est né en 69, il a très exactement 40 ans. Bon. La différence entre Macron et les autres, c'est que le premier, Ahidjo, il a été installé par les Français, et les 3 autres, vous aurez noté, c'est peut-être pas très exact, et on en débat tout à l'heure, si vous voulez. On laisse Cabral boucler sa chronique. Les 3 autres, le fil d'Ariane, c'est qu'ils succèdent à leurs parents. En fait, ce qui fait le rêve de Macron, c'est que non seulement il est jeune, mais il est démocratiquement élu. Évidemment, ça remet donc au goût du jour la question de la démocratie. Xavier n'est pas là aujourd'hui, on allait recommencer le débat à zéro. Oui, la démocratie, on l'apprécie différemment selon qu'on est en Europe ou en France. Mais Paul Maël, c'est des questions qu'on a déjà évoquées ici, il me semble qu'elles sont simples. Est-ce qu'il n'y a pas une universalité conceptuelle de la question démocratique? Moi, je réponds par l'affirmative. Parce que je reste convaincu que tous les peuples du monde aiment la liberté d'expression. Je reste convaincu que tous les peuples du monde aiment la répartition équitable des richesses. Je reste convaincu que tous les peuples du monde aiment souverainement décider de qui les dirige. Alors, si chaque fois qu'on veut évoquer la question de l'élection, qui est en réalité quelque chose de bien simple, du latin electio, les juristes la définissent comme cette opération par laquelle un groupe de personnes constituant un collège électoral confie un mandat ou une fonction à l'un d'entre eux. Mais l'élection est quelque chose de bien simple. Pourquoi chaque fois qu'on évoque en Afrique la question de l'élection, la question de la transparence électorale, la question de la souveraineté populaire à décider, je parle du peuple, sa souveraineté à décider de qui le dirige, puisqu'en matière d'élection, on aime toujours à rappeler, en théorie, que le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est d'avoir toujours le choix. On peut très bien avoir fait un mauvais choix à un moment, mais on doit se réserver justement le droit de remplacer ce choix par un autre. Pourquoi chaque fois qu'on évoque la question de l'élection, on nous rappelle que la démocratie c'est ceci, la démocratie c'est cela? Ben, j'ai envie de dire, pour finir, comme Jacques Chirac, que peut-être finalement, la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Mais moi, je ne crois pas en cela. Je reste convaincu, Paul Maël, que la démocratie n'est pour rien à ce qui arrive à l'Afrique.
lorsque nos chefs locaux, et j'aime toujours prendre cet exemple, pendant la traite négrière, vendaient leurs frères pour avoir de la poudre à canon, un peu de tabac et un peu de sel, est-ce que c'est la démocratie qui était là? Lorsque nos chefs locaux, après les indépendances, installés pour certains par les puissances étrangères, ont décidé de brader leur pays, ont décidé de tout vendre aux étrangers, simplement pour se garantir la perpétuité au pouvoir, est-ce que c'est la question démocratique? Non. Qu'on arrête cette diversion. Je suis donc de ceux qui pensent, pour répondre à la question que tu as posée, que le rêve Macron est désormais possible en Afrique, peut-être même plus possible qu'avant, parce que l'éveil populaire a beaucoup changé. Aujourd'hui, les Africains se montrent beaucoup plus disposés à agir souverainement dans le choix de leurs dirigeants, et qu'on arrête à chaque fois de rappeler, lorsqu'on veut justifier la bêtise humaine, j'ai envie de dire la bêtise de certains humains prétendument africains qui simplement se cachent derrière les oripeaux de l'importation démocratique, et bien qu'on arrête de dire ça aux Africains. La démocratie, elle est universelle. Tout ce qu'elle charrie comme valeur, comme principe, c'est universel. Il n'y a pas parce qu'on a la peau noire qu'on est impropre à la démocratie. C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on doit accepter des gens pendant 30 ans, 40 ans et nous rappeler que parce qu'ils sont vieux, il faut les respecter. Il y a des vieux partout sur la planète Terre. Le respect dû aux anciens et aux vieux, ce n'est pas une particularité africaine, c'est une affaire partagée par les Chinois, les Européens et le monde entier. Et bien qu'on arrête ça. Je dis aux jeunes Africains qui nous regardent, croyez en vous-même. Des Macron, il y en a qui sommeillent, mais simplement parce qu'ils se laissent engloutir, ils se laissent, j'ai envie de dire, enfermer dans la caverne de l'attentisme, de l'inertie, et puis finalement, de la rétrogradation des mentalités africaines. Je lance un appel à tous les Africains, réveillez-vous, c'est possible, plus qu'avant, c'est possible. Moi, je vous lance tout de suite, Hugues François, vous semblez ne pas être totalement d'accord avec la première partie, tout le moins, de la chronique de Cabral. Non, je ne suis pas là pour juger la chronique de Cabral. Je suis là pour participer à cette émission et pour donner des points de vue. Je vous en prie. Bon, alors, je contestais l'âge de Ali Bongo. Ali Bongo lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Ali Bongo a aujourd'hui 56 ans aujourd'hui. Donc il ne peut pas avoir eu 40 ans quand il a accédé au pouvoir il y a 7 ans. Donc il a 56 ans aujourd'hui. D'accord. Il en avait donc 50 au moment où il a accédé au pouvoir. Il en avait 50. C'était juste cette précision. Ah, ok. Alors le sociopolitiste... Il est né en 59, pas en 69. 59. Alors je vous pose la question qui était l'intitulé de la chronique. Vous, le sociopolitiste, est-ce que le rêve Macron aujourd'hui est possible en Afrique? Parce qu'on a justement l'impression, et c'est là où je rejoins un peu ce que Cabral disait, on a l'impression d'abord que le fait qu'un jeune homme de 39 ans soit arrivé à la présidence de la République en France est un événement exceptionnel. Pourtant, vous avez oublié, ce n'est peut-être pas un exemple à citer, mais en Corée du Nord, on a quelqu'un... Kim Jong-un. On a quelqu'un de bien plus jeune qui est à la tête de l'État. Bon, mais vous me direz, la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord. On a justement l'impression aujourd'hui que cette élection a fait... les Africains s'aperçoivent pour la première fois que quelqu'un de 39 ans peut diriger alors qu'il y a eu des précédents en la matière. Est-ce que finalement aujourd'hui le même schéma peut se reproduire sur le continent africain? Ce n'est pas la première fois qu'il y a un dirigeant jeune. Est-ce que vous connaissez Patrice Emery Lumumba? De nom. Oui. Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il accédait au pouvoir de manière démocratique, au Congo, Léopoldville, c'est-à-dire au Congo... aujourd'hui RDC. À la RDC, ex-Congo Léopoldville, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Alors, lorsque Lumumba accédait au pouvoir, il avait quel âge? Il était jeune, il avait, je crois, 34 ans. Voilà. Il était à sa 35e année. Donc, ce n'est pas... Donc, on peut même aller penser que l'Afrique, dans ce domaine-là, est précurseur. Oui, bien sûr. Alors, je crois que Macron a davantage, est plus vieux que Lumumba lorsqu'il a accédé au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Lumumba? Ces démocrates. Qu'est-ce que ces démocrates-là ont fait de Lumumba? On l'a zigouillé, on l'a tué, on n'a pas vu son cadavre, on n'a pas pu faire son deuil. Pourquoi? Parce qu'on a dissous son corps dans de l'acide, dans un fût. Vous voyez un peu? Pourtant, il était démocrate.
Pourtant, il a accédé au pouvoir à la faveur de la démocratie. C'est pour cela que moi, je crois qu'il faut relativiser ce concept de démocratie, surtout démocratie occidentale. Il y a démocratie, moi je suis dans ce livre-là, nous allons découvrir, il y a une charte que j'ai tenu à rendre publique, la charte de l'impérialisme. Cette charte-là, il y a un article qui dit que aucun régime du tiers-monde n'est légitime si nous ne lui avons pas donné notre onction. Même si un régime accède au pouvoir par les moyens légaux, par la démocratie, il n'est légitime que s'il obéit à nos injonctions, s'il défend nos intérêts. C'est pour ça que je dis aussi, moi, aux Africains, faisons très attention. Il y a la démocratie, il y a les tenants de la démocratie, il y a les théoriciens de la démocratie, mais à partir du moment où un pays ou un leader africain n'obéit pas aux injonctions, il est très facile de le taxer, de transformer dans l'imagerie populaire une démocratie en dictature, uniquement parce que cette démocratie-là n'obéit pas, ne satisfait pas, n'est-ce pas, n'est pas conforme aux attentes de ceux qui sont les architectes du monde, soit dit en passant, qui sont en même temps aussi les théoriciens de la démocratie. Voilà. Donc on a démocratie oui, mais démocratie entre guillemets contextualisée et encadrée. Contextualisée, parce que moi je ne cesserai jamais de dire que la démocratie ne peut être que contextualisée. Et il appartient aux Africains, à nous-mêmes, de trouver les meilleures formes de démocratie. C'est pour ça qu'il dit que la démocratie dont parle Cabral, c'est ce qu'on appelle en sociologie la démocratie formelle. Voilà. La démocratie formelle, c'est-à-dire qui respecte les formes et les normes occidentales. C'est ce qu'on appelle la démocratie, le one man, one vote. Mais le dernier vote aux États-Unis, est-ce que le président Donald Trump a été élu sur la base du one man, one vote? Je dis non. C'est pour ça que la démocratie dont on parle, n'est-ce pas, elle doit obéir aux canons occidentaux lorsque ça satisfait les Occidentaux. Mais je répète que le suffrage universel n'a pas été pratiqué, n'est pas pratiqué aux États-Unis même. Qui est considéré comme l'un des berceaux de la démocratie. Oui. Donc, j'ai hâte que nous soyons à l'échange. Il faut que les gens le comprennent. C'est une vérité de la dernière évidence. On ne peut pas le contester. Je voudrais dire, pour terminer, très rapidement, lorsque Al Gore conteste les élections en 2000, vous savez pourquoi il conteste? Non. Parce que sur le plan des suffrages exprimés, il était majoritaire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait gagner les grands électeurs? C'est les grands électeurs. Est-ce que c'est la démocratie? Allez savoir. Il faut intervenir sur la question de la démocratie. En fait, je voulais dire quelque chose de simple. C'est que dans l'idée, ce que moi j'ai compris de ce que Cabral disait, et qui est quelque chose qui est constant, c'est que lorsque vous utilisez une technologie organisationnelle, la démocratie en est une. C'est comme le marché. Hein, exactement. Lorsque vous utilisez le marché dans votre pays pour organiser vos affaires économiques, c'est la même chose. Le pendant, sur le plan de la liberté et des choix, vous voyez, de ceux qui dirigent. Donc, c'est une technologie. Elle a donc des composantes d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être strictement appliquée de la même manière, mais les principes fondamentaux, c'est eux qui font un standard. C'est-à-dire, et ce standard-là n'appartient pas à un camp. Il n'appartient pas à un individu. C'est un savoir opérationnel que n'importe qui peut utiliser. Et dans ce sens, l'Afrique doit utiliser toute technologie
qui permet de faire progresser ces peuples. Et dans ce sens-là, il faut que justement on se débarrasse, vous voyez, de ce qu'on peut appeler tout ce qu'il y a comme séquelles, des types de maladies que nous avons dans les esprits en se regardant parfois de manière déformée. Qu'on apprenne à acquérir les technologies et à les utiliser avec liberté. Et dans ce sens-là, on peut avoir justement des présidents élus avec manière. Parce que le système en place, c'est-à-dire le système démocratique, paramétré, est cohérent. Tout le monde est convaincu qu'au résultat, même si les gens parlent ici et là, il n'y a pas de remise en cause. C'est-à-dire personne ne peut dire que non, vraiment on annule ceci ou cela. Vous voyez, donc chez nous, il faut que les gens arrêtent de dire qu'ils doivent donner des leçons pour l'usage d'une technologie. Et c'est là le message, moi, qui me paraît extrêmement, oui, important, dans le sens que ça peut prendre les couleurs, mais ça reste la meilleure manière d'organiser les choses dans les différents peuples qu'on a sur Terre. Peut-être dans Mars, je ne sais pas comment les gens vivent là-bas. Au moins pour ce domaine, il faut qu'on sache que c'est comme ça. Et quand on ne fait pas comme ça, on ne peut pas avancer vite. On retiendra que Babi Sakana a décrété qu'il y a des humains qui vivent sur Mars. Alors, 30 secondes pour terminer. Peut-être même moins. Le problème qu'on a quand on écoute certains intellectuels africains qui se battent comme ils peuvent pour justifier le pouvoir perpétuel, c'est qu'on ne sait plus exactement de quel côté ils vont. On vous dit la démocratie qu'on nous impose est une camisole de force. Regardez aux États-Unis, regardez, non. D'abord, Al Gore n'a pas contesté les élections parce qu'il avait eu plus de voix. Si, c'est pour ça. Alors, s'il vous plaît, messieurs, on ne va pas ouvrir le débat sur les élections américaines. Je vous en prie. On est largement au-delà du temps imparti à la chronique. Il faut restituer les choses. Il y avait eu des malversations liées au tripatouillage d'un certain nombre de documents. Si c'était le cas, Hillary Clinton aurait contesté les élections. C'est le système américain, le système des grands électeurs. Et tous sont tombés d'accord sur les règles du jeu avant l'élection. C'est pour ça que même si Hillary Clinton a eu plus de voix, mais moins de grands électeurs, elle ne conteste pas parce que le peuple américain s'est choisi ça comme règle et ça n'enlève rien à leur démocratie. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on fait comme si les modalités démocratiques... Vous ne voulez pas que l'Afrique aussi ait ses propres Mais règles. justement, les règles applicables actuellement en Afrique ont été édictées par les Africains. Si vous prenez le cas camerounais, il me semble que le système électoral camerounais, c'est le système que l'Assemblée nationale camerounaise a adopté. Le système électoral gabonais, le système électoral, ce sont les institutions démocratiques de ces pays-là qui ont adopté ces règles. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on change les règles tous les jours. On a choisi des règles hier. On se rend compte que mais les règles-là ne nous permettent pas de rester éternellement au pouvoir. Un matin, tchac, on décide de les modifier. C'est ça le problème. On veut nous faire croire que les Africains ont le monopole du consensus, puisque c'est ça qu'on veut substituer à la démocratie. J'ai lu certains intellectuels. On veut nous faire croire que l'Afrique a le monopole du consensus, que l'Afrique a le monopole de la multi-ethnicité, que l'Afrique a le monopole du communautarisme. Tout ça, et je dis les intellectuels qui continuent à polluer en réalité l'Afrique avec ces théories biaisées, simplement parce que les uns et les autres veulent préserver leur place au pouvoir ou séduire le pouvoir à un moment, tôt ou tard ça les rattrapera. Moi je suis très heureux de voir aujourd'hui Hugues François Onana et beaucoup d'intellectuels africains écrire sur Kadhafi, mais je les attendais au moment où on était en train de tuer Kadhafi. On en parlera tout à l'heure. Vous en parlerez. Pour qu'ils disent à ces présidents-là, agissez. On a tué Kadhafi en Afrique. Il y avait un sommet des chefs d'État en Guinée. Pendant qu'on le tuait en Libye, personne là-bas n'a bougé le petit doigt. Alors c'est trop facile aujourd'hui qu'il est mort. On en parlera, ne n'ouvrons pas le débat là-dessus, on en parlera avec François Nora, si vous le bien. On va juste marquer la pause et retrouver tout de suite l'event de la semaine. Eh bien, l'événement cette semaine encore, c'est le Pan-African Project Management Conference. C'est tout un programme. Tout un programme, effectivement. Donc, c'est la conférence panafricaine sur le management des projets. Et déjà, la semaine, il y a 2 semaines, quand vous étiez sur ce plateau, vous nous disiez qu'effectivement, cette conférence-là vise... on parle de développement africain en construisant de grands chantiers, de grands ponts, de grands barrages, bref, de gros projets infrastructurels. Mais le management des projets peut être également un vecteur pour impulser le développement. Oui, naturellement, puisque si vous devez transformer vos espaces
à travers les projets, il faut évidemment que vous évitiez d'avoir des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets qui ont échoué parce qu'ils ont été mal conçus ou parce qu'ils ont été mal montés, et donc on les réalise à l'exploitation, on se rend compte qu'ils ne donnent pas les résultats qu'on attendait. Et donc c'est un ensemble de technologies, le management de projets, donc c'est une discipline qui est restée peu connue. Vous voyez, en Afrique, dans la plupart des pays. Et la question, toujours en matière de technologie, c'est de permettre aux gens d'accéder à ce savoir opérationnel, de rendre ça accessible à plusieurs personnes pour qu'il y ait plus de personnes qui gèrent les projets selon les meilleures pratiques qui sont reconnues. La conférence vise quoi? Elle vise la formation au management des projets, ou elle vise la formation à la conduite des projets? Le management de projet, ça veut dire tout le cycle. Vous concevez bien, vous le réalisez, et puis on gère l'actif qui sort du projet, et qui est satisfaisant, qui donne des bons résultats. Donc c'est sur tout le cycle. Toutes les qualifications, les connaissances, les outils et techniques que vous devez utiliser pour conduire tout ce processus. C'est ça qui rentre dans cette discipline. Et l'enjeu, c'est de dire que si nos projets échouent et qu'il y a beaucoup d'éléphants blancs, c'est parce que les équipes de projet ou les personnes qui participent n'ont pas forcément les qualifications requises, vous voyez, pour réaliser les choses comme il se doit. Et comme ces outils existent, ces normes existent, il faut pouvoir les rendre accessibles. Et nous disons donc dans la conférence qu'il faut que cette acquisition, ce transfert de technologies s'opère progressivement, parce qu'on ne va pas faire en une édition, ça va être chaque année, donc on va faire plusieurs éditions. Et l'enjeu, c'est d'avoir une masse critique de professionnels, d'experts en management de projets. Dans nos universités et grandes écoles, qui y ait beaucoup de parchemins, vous voyez, où des enfants sortent et qu'ils connaissent vraiment pas ce qu'on a en théorie, c'est-à-dire dans les livres, mais les normes. Parce que les normes, elles codifient comment les choses se font, comment on appelle l'état de l'art. Donc, et la conférence a pour objectif donc de faciliter cette transmission, cette acquisition de technologies. On fait venir une vingtaine d'experts. Vous anticipez sur la question que je voulais poser. Je voulais déjà poser la semaine dernière lorsque vous étiez là. Une question à deux volets. Le premier volet, qui vient ? À qui s'adresse la conférence? Elle s'adresse à qui peut venir? Est-ce qu'elle s'adresse aux managers de projet? Est-ce qu'elle s'adresse au pouvoir public? Qui vient? Et ensuite, quel est le contenu et les intervenants qu'il y aura pendant la conférence? D'abord, elle s'adresse à qui? Les porteurs de projets, c'est en général les entreprises, les administrations, les gouvernements. Même les particuliers, certains particuliers investissent énormément. Voilà, donc tous les acteurs qui portent les projets, qui veulent participer à la transformation, soit de leur région, soit de leur pays. Vous voyez, ils ont la préoccupation de voir comment réussir souvent leur projet. Et dans ces conditions-là, donc, leurs délégués, dont les différents cadres qui s'occupent de ces projets, que ce soit dans le privé, le public, que ce soit au Cameroun, dans les 53 autres pays africains, on pense que donc ces gens-là, ces acteurs qui sont dans les projets, qui ont les difficultés pour conduire ces projets, ils peuvent venir pour connaître les meilleures manières de procéder pour réussir ces projets-là. Et le contenu? Le contenu, et attention, en termes de participants, vous savez, pour organiser une conférence qui est panafricaine, vous ne pouvez pas le faire seul. Ça, c'est très important. La transmission de technologie, ce n'est pas un truc où tu t'enfermes, tu prends quelques gens. Donc, on a fait appel à beaucoup d'institutions, et beaucoup de ministères, beaucoup d'entreprises qui sont des partenaires, des sponsors. Le ministère des Postes, le ministre des Postes et Télécommunications parraine la conférence. C'est une décision importante pour nous, dans la mesure où, au plan politique, il y a une certaine convergence, vous voyez, entre les outils qu'on utilise et l'industrie numérique aujourd'hui. Donc, dans la discipline, cette vision de ce ministre pour accompagner la conférence est importante.
Donc on a la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies qui sponsorise. On a des partenaires officiels comme la NOR, l'Agence des normes de la qualité, l'OFRICOM, plusieurs ministères, ministère de l'Industrie, ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Agriculture, celui de l'Emploi, la formation. Donc il y a plusieurs acteurs, vous voyez, qui, ayant compris l'importance de ce qu'on peut obtenir là-bas, ont effectivement mis la main, vous voyez, pour accompagner, de sorte qu'ils tirent aussi profit de la conférence et que nous voulons en fait faire du Cameroun un peu un hub dans la discipline, quoi, c'est-à-dire un site principal où les Africains vont converger chaque année pour voir comment accélérer la maîtrise des outils et techniques dans ce domaine. Et qui vient, nous avons une vingtaine d'experts. Donc il y a 15 qui viennent de l'étranger, en fait qui sont des experts vraiment reconnus, établis dans le métier, dans l'industrie. Et parce que la transmission de technologie ne se passe pas seulement dans les simples discours. Donc on a des acteurs qui élaborent les normes. Vous voyez le ISO, l'Organisation internationale de normalisation, APMG international, IPMA, donc tous les organismes en fait qui produisent les standards sur la base desquels on certifie les professionnels. Donc ils vont être présents. Le pilotage va s'opérer donc à travers 16 sessions. Vous voyez, vraiment calibré par rapport aux points qui sont prioritaires, parce qu'on est en phase un peu de sensibilisation et pour qu'on puisse impulser une dynamique de massification, c'est-à-dire d'avoir plus de professionnels un peu partout en Afrique, il faudrait que beaucoup de gens maîtrisent les normes qui existent, préparent des certifications, vous voyez, pour être accrédités comme des gens qui connaissent la discipline et que, justement, ils s'occupent des projets. Les grands projets ont besoin de chefs de projet qualifiés pour donc conduire ces projets-là dans les délais, vous voyez, dans les coûts. Et il y a une norme récente de ISO sur la gouvernance des projets, des programmes et des portefeuilles de projets et programmes. Cette norme-là va être promue par la NOR, puisqu'elle venait d'être publiée c'est-à-dire au mois de mars. Et ce domaine-là était resté en fait sans référentiel vraiment au niveau international. Et là, ça va être une occasion pour que les gens découvrent que entre la discipline, vous voyez, la recherche qui est faite dans les universités où on écrit des livres, et les normes professionnelles, vous voyez, il y a une différence. Les normes sont élaborées par les structures accréditées pour normaliser. Et quand on produit les normes, ça veut dire qu'on peut certifier les gens qui maîtrisent ces normes. Et là, dans le marché, vous pouvez sélectionner quelqu'un parce qu'on a déjà certifié. Donc vous ne vous posez plus la question sur sa qualification. C'est un organisme indépendant qui a délivré la certification et ça devient un peu plus facile de sélectionner les gens, quoi. Si vous déroulez toute la conférence, personne ne viendra plus. Hein. Non, justement, voilà, sur les 16 sessions, on n'a pas parlé de contenu précis. Voilà, donc il faut se rendre au Palais des Congrès de Yaoundé les 24, 25 et 26 mai prochains, c'est pas loin, c'est dans quelques jours. En fait, la question, c'est que, comme elle est une conférence professionnelle, les gens doivent s'inscrire. En fait, on a cherché à rendre très accessible la conférence professionnelle sur 3 jours. Pour les institutions, c'est 150 000 par délégué. C'est vraiment donné, quoi. Et pour les particuliers, c'est 75 000. Pour les étudiants, c'est 35 000. Et nous insistons. Et pour Cabral et moi? Pour les étudiants. Parce que, en fait, ils sont les plus aptes à suivre les mouvements technologiques. Parce que quand vous avez beaucoup d'aptitudes, vous voyez, pour absorber les standards, vous pouvez facilement vous faire certifier parce que c'est très contraignant de se faire certifier. D'accord. Et donc, on compte que pour massifier, vous voyez, les professionnels en Afrique, il faut beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la profession et qui vont donc prendre la charge des différents projets qui sont portés ici et là dans les différents pays africains, quoi. Vous vouliez poser une question? Je voulais juste parler de ma propre chapelle, puisque j'ai quelqu'un
qui organise quelque chose qui peut m'intéresser en tant que débrouillard, comme tous les... Vous savez que quand on est allé à la retraite, on doit se débrouiller à faire bouillir sa marmite. Dans les entreprises que j'essaye de mettre en place, est-ce que je peux m'inscrire pour une entreprise, puisque j'ai plusieurs entreprises? Bien sûr, puisque en fait, chaque entreprise que vous avez à la création, c'est un projet. Et cabinet de conseil en communication pour réussir, chaque entreprise... pour la gouvernance en Afrique, tout ça, je peux mélanger et puis... Non, ce n'est pas individu, parce que c'est la personne physique qui va en fait... D'accord, vous viendrez donc, vous, Hugues François Nana, et vous porterez vos différentes casquettes à chacune des occasions. Voilà. Donc, je vous promets, même si vous avez 10 entreprises, ça c'est vraiment votre problème. Je mets ça sur mon chapeau. Je mets un chapeau ici, voilà, voilà. Un autre là. Merci infiniment Babi Sakana d'être venu nous parler de cette conférence panafricaine sur le management des projets qui se déroule donc à Yaoundé au Palais des Congrès. Ce sera du 24 au 26 mai prochain. On va vous laisser partir. Hein. Vous êtes sur le chantier. On sait que c'est dans quelques jours, donc on ne va pas vous retenir longtemps. On va vous garder. C'est vrai qu'il n'a rien dit sur nous deux. Hein. Ah, voilà. Oui, au niveau des prix. Non, bon, nous, on a le prix ami, quoi. En fait, vous êtes des professionnels, c'est-à-dire reconnus. Il ne faut pas qu'on vous donne des tarifs. Voilà. C'est grave. Merci infiniment, Babi Sakana. Et on viendra donc à la conférence du 24 et 26 mai prochain. Okay. On vous garde, Hugues François Nana, je le disais, pour suivre tout de suite les cahiers d'actualité, tous les vendredis. La jeune rédaction de Vox Africa sélectionne les points saillants de l'actualité africaine et on vous demandera laquelle de ces actualités a retenu votre attention. On le disait, Cabral, on parlera des réactions des chefs d'État à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron en France, de la Libye, avec de nouvelles disparitions sur les côtes libyennes. Beaucoup de personnes ont été retrouvées sans vie parce qu'elles essayent de rallier l'Occident. Le Nigeria, les 82 filles de Chibok qui ont été retrouvées au Tchad. On parle de l'enlèvement probable ou alors comment ça s'appelle en droit, il y a un terme qui, quand c'est pas encore, quand c'est pas sûr, quand c'est pas vérifié, je sais plus. Potentiel, voilà. De Maoundé présumé, voilà, c'est le terme que je cherchais. Présumé, on dit ça tout le temps dans les films. De Maoundé Doré, militant de la Convention tchadienne pour les droits de l'homme et porte-parole du mouvement Ça doit changer. On avait Y'en a marre au Sénégal, là on a Ça doit changer au Tchad. Je ne sais pas ce qu'on aura au Cameroun l'année prochaine, mais on attend de voir. Les cahiers d'actualité nous sont une nouvelle fois brossés cette semaine par Samael Pomme. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cahier de l'actualité vu sous un prisme africain. C'est sans doute l'une des élections françaises des plus suivies dans le monde qui a porté Emmanuel Macron à seulement 39 ans à la tête de la France. Juste après son élection, les réactions fusaient de toute l'Afrique. C'est le cas en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara, via Twitter, a assuré de sa disponibilité pour de meilleures relations entre la France et son pays. Discours presque idem pour Macky Sall du Sénégal. Pour le roi du Maroc, Mohamed VI, c'est plutôt un message de soutien et d'encouragement pour ses nouvelles fonctions qui attendent Emmanuel Macron, tout en qualifiant cette élection de progrès et de choix d'ouverture pour les Français. Le numéro 1 de l'Union africaine, Alpha Condé, a quant à lui exprimé son soulagement de voir Marine Le Pen écartée de l'Elysée, alors qu'Ibrahim Boubacar Keïta y voit une belle expérience qui attend la France et ses pays amis. Paul Biya espère quant à lui la continuation d'une longue amitié avec le Cameroun. Mais dans les faits, en sera-t-il vraiment ainsi? Pour l'heure, Emmanuel Macron reste silencieux sur la question. Lors de sa campagne, il n'avait que très peu évoqué ses futures relations avec l'Afrique. C'était également l'un des points saillants de la campagne présidentielle en France. La crise migratoire qui secoue l'Europe reste davantage d'actualité, après de nouveaux naufrages survenus au large de la Libye, faisant pas moins de 200 disparus dans les eaux. Les migrants, un peu plus de 6000, tentaient de rejoindre les côtes européennes. Dans les opérations de sauvetage, la quasi-totalité a pu être récupérée. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a dressé un taux de mortalité d'un passager sur 35 sur la route maritime entre la Libye et l'Italie, appelant ainsi les... Et puis au Nigeria, captives pendant 3 ans et il y a encore quelques jours, elles sont aujourd'hui libres. 82 jeunes filles enlevées par Boko Haram le 14 avril 2014 à Chibok ont retrouvé leurs familles respectives. Elles ont été reprises samedi 6 mai dernier en échange de prisonniers âgées de 12 à 17 ans. Elles étaient au nombre de 276 au moment de l'enlèvement et seraient donc encore 173 filles retenues par le groupe djihadiste.
Nous appelons tous les Nigérians, y compris les familles et communautés locales des filles libérées, à les accepter totalement et à leur fournir tout le soutien nécessaire pour assurer leur réintégration dans la société, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, 2 jours plus tard. Voilà, c'est tout pour ce cahier de l'actualité et à très vite. À vendredi. À vendredi, Samaël Pomme pour de nouveaux cahiers d'actualité. Y a-t-il dans ce chapelet l'une des actualités développées qui a retenu votre attention? Toutes les actualités développées ont retenu mon attention. D'accord. D'abord par habitude. Parce que pendant presque toute ma carrière, je ne me suis occupé que de l'actualité étrangère. Alors, commentons donc ensemble, puisqu'on a, deux journalistes sur le plateau, commentons donc quelques-unes de ces actualités. Commençons par la France. On a vu les réactions des chefs d'État africains, plutôt laudateurs, me semble-t-il. Oui, laudateurs. Je crois que les Africains, jusqu'au niveau des chefs d'État, avaient un problème avec cette élection, c'est-à-dire la perspective, entre parenthèses, apocalyptique, d'avoir une Marine Le Pen présidente de France, puisque avant même d'être candidate à la candidature du FN, elle était déjà foncièrement opposée à l'immigration. Hein? Elle était favorable à la chasse aux étrangers qui se trouvent ou qui se trouveraient dans le territoire français, sur le territoire français. Alors cette perspective-là, les Africains la redoutaient, y compris les chefs d'État. Alors le fait que sa candidature ait été rejetée massivement est un soulagement pour les Africains. C'est vrai que Mme Le Pen est... au cours de sa campagne, a effectué un séjour en Afrique. C'était surtout pour faire campagne électorale auprès des soldats français qui sont déployés au Tchad, basés au Tchad, dans le cadre de l'opération Barkhane en Afrique de l'Est. Cabral, Samaël Pomme le relève dans les cahiers d'actualité. On n'a pas beaucoup parler de l'Afrique au cours de cette campagne électorale française, quand on sait que l'Afrique avait tous les yeux focalisés sur les yeux et les oreilles focalisés sur l'Hexagone, et même le président élu, Emmanuel Macron, n'a pas été assez disert sur la relation qu'il veut avoir avec les pays africains. On l'a vu effectivement dans une interview sur RFI parler assez timidement de la fin de la France-Afrique, de nouveaux rapports à établir d'égal à égal, mais les chefs d'État africains semblent aujourd'hui encore dans l'expectative de ce que vont être les nouvelles relations entre la France et les pays africains. Bon, d'abord les réactions, on parlait des réactions des chefs d'État tout à l'heure, ça relève des usages diplomatiques. Sauf que ça n'a pas toujours la même signification dans l'inverse. Généralement, quand un président français est élu, c'est quand même la 5e puissance du monde, dont il y a un certain nombre de pays, notamment africains. Elle est regardée maintenant à la 7e puissance. 7e, maintenant. Elle était 5e, elle est maintenant 7e à cause de ces relations qui sont de plus en plus mauvaises avec l'Afrique. De toute façon, la France demeure, en attendant de s'accorder sur le classement exact, c'est 7e, hein. La France demeure l'une des grandes puissances, anciennes puissances impérialistes, dont certains chefs d'État africains s'empressent toujours de féliciter le président élu. Et je disais que dans l'inverse, ça n'a pas toujours la même signification. Généralement, quand une élection s'achève en Afrique, notamment en Afrique francophone, et comme elles sont généralement contestées, parce que parsemées de malversations de toutes sortes, eh bien, c'est avec grande impatience que... Pas toujours, Cabral, pas toujours. Est-ce qu'on peut laisser Cabral développer? Vous réagissez derrière. C'est avec grande impatience que souvent les chefs d'État africains mal élus attendent le message de félicitations du président français, parce que ça vaut à doublement de la mauvaise élection. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'il y a eu élection au Cameroun, je pense que le président français s'était permis de faire attendre Paul Biya 1 ou 2 jours, que déjà au niveau du Cameroun, dans la presse, c'était interprété différemment, comme un désaveu pour certains et autres. Mais sur la place de l'Afrique, tu l'évoquais tout à l'heure, dans la campagne française, notamment dans le discours de campagne d'Emmanuel Macron, je pense que ça s'explique. En fait, Macron ne va rien changer fondamentalement des rapports que la France entretient actuellement
avec l'Afrique. Si Hollande, lui, qui était le chantre de la mise à mort de la France-Afrique, a été rattrapé par la réelle politique et n'a pas pu mettre un terme à la France-Afrique, ce n'est certainement pas le socio-libéral, en fait, on dira ce qu'on voudra Macron, qui va y mettre fin. C'est quand même le fils d'Attali, qui dit Attali dit Mitterrand, donc dit père de la France-Afrique. Donc c'est pas lui qui va y mettre fin. Et je crois d'ailleurs que ça peut justifier l'enthousiasme d'un certain nombre de chefs d'État africains qui ont compris que nonobstant la jeunesse du nouvel élu, il ne se sent aucunement en danger. Il n'y a que dans l'interview que Emmanuel Macron a accordée à RFI, à laquelle je faisais allusion, il dit clairement qu'il est désormais temps que les Africains se prennent en main, que les chefs d'État africains, si la France-Afrique doit s'arrêter, c'est à eux d'en prendre l'initiative et la France les suivra dans cette démarche. Oui, mais ça c'est le discours rituel. Parce que dans l'opinion publique française, la France-Afrique est mal vue. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie aussi la montée en puissance d'une Marine Le Pen. Et vous vous souvenez, moi, une fois dans ce studio, je vous avais dit que je souhaitais ardemment l'élection de Marine Le Pen. Et je vous avais dit pourquoi, exactement pour les mêmes raisons que j'avais applaudi l'arrivée de Donald Trump. Sauf que vous avez vu que Donald Trump, à peine 1 ou 2 mois après, il s'est très vite rajusté. En fait, quand les Français supportent Marine Le Pen, parce qu'elle vend l'illusion de mettre un terme à l'immigration et de couper les ponts avec les Africains qui viennent les envahir, il y a juste un détail qui leur échappe. C'est qu'en fait, le bien-être dont ils se prévalent en France est en réalité le fruit de l'exploitation malsaine et des richesses africaines et des peuplements africains. C'est-à-dire, moi, quand je vous disais que je souhaitais ardemment qu'elle arrive, parce qu'une fois qu'elle arrive et qu'elle dit, bon, vous ne venez plus en Afrique, mais en fait, il n'y a pas que les hommes. Il y a les richesses aussi. Il y a donc notre bois n'ira plus en Afrique, notre diamant, le diamant du Niger n'ira plus en France. L'uranium n'ira plus en France. Et évidemment, elle ne peut pas, les Français ne peuvent pas s'autoriser ça. Donc il y a une sorte de césure entre l'opinion publique française qui, elle, pose sur l'Afrique et sur les Africains un regard critique d'envahisseurs et autres. C'est parce qu'il leur échappe qu'à la vérité, et vous le disiez tout à l'heure, que même la décadence économique française tient à ce que les rapports avec l'Afrique sont de moins en moins bons. Donc les Français ne le savent pas, mais un pays comme la France ne tient sa puissance qu'en réalité de la survivance du réseau France-Africain, et je vois mal Emmanuel Macron y mettre fin. Surtout que lui, il vient relancer la France, qui se porte très mal. Il aura absolument besoin du levier de la France-Afrique. Alors, puisque nous parlons d'immigration, nous parlons de France, nous parlons également de Libye. On a eu cette actualité sur l'immigration en Libye. La Libye, on n'immigre pas vers la Libye, mais c'est l'une des voies de passage pour allier l'Occident pour plusieurs Africains. Là encore, on a de nouveaux cas de décès. Ça arrive tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau des pouvoirs publics en Afrique, au niveau des États africains, pour freiner l'immigration, pour ne plus que les gens voient l'Occident comme l'Eldorado au risque de perdre leur vie? Vous posez la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Oui, comment les Africains eux-mêmes peuvent endiguer cette immigration massive? Je pense que les politiques publiques en Afrique sont en question. Cette immigration questionne gravement les politiques publiques. Que font les gouvernements africains pour retenir leur jeunesse? C'est ça la problématique. Est-ce qu'on offre à celui qui a appris un métier la possibilité d'exercer ce métier en Afrique? Est-ce que le marché du travail est prêt à absorber les milliers de diplômés qui sortent des universités et des grandes écoles? Qu'est-ce que le gouvernement, les différents gouvernements font? Est-ce que l'accès à la fonction publique, par exemple, est-ce que l'accès au travail en entreprise, est-ce que l'accès aux capitaux pour disons, monter une affaire, que ce soit en agriculture, que ce soit en industrie, est-ce que toutes ces choses-là sont, disons, démocratiques, pour utiliser un terme que vous aimez bien? Est-ce que
tout le monde a le même égal accès à ces possibilités. La question se pose. Alors moi, je me dis que ce que vous posez sur la table comme interrogation, ça devrait être une préoccupation essentielle pour nos gouvernants, qui doivent donc mettre un bémol. À l'ère politique, il y a beaucoup de favoritisme. Mais justement, on a l'impression, Cabral et François, on en avait fait bien de le rappeler, on a l'impression justement que la question de l'immigration n'est pas une grosse préoccupation des pays africains, à commencer par l'Union africaine elle-même. On a l'impression que les chefs d'État occidentaux sont plus préoccupés par cette question. Vous me direz que c'est parce que c'est eux qui accueillent les immigrants. Mais quand même, on n'a pas l'impression que dans les politiques africaines, ce soit une préoccupation. Bon, en fait, c'est une préoccupation. Quand vous suivez les différents discours, en tout cas les communiqués rendus publics à l'issue des sommets de l'Union africaine, c'est une préoccupation. Mais la mollesse qui gouverne la prise en compte du problème, c'est elle qui est en réalité sujette à caution. Je crois que l'immigration se pose comme problème en Afrique doublement. D'abord, l'immigration non clandestine ou l'immigration légale, qui, de mon point de vue, pose déjà un problème, celui de la fuite des cerveaux et des talents. Parce qu'il n'y a pas de grand problème de ce côté-là. En tout cas, vu de l'Europe, parce qu'ils absorbent, enfin, vu de l'Occident, ils absorbent les talents africains. Et moi, je crois que l'Union africaine devrait commencer par là. Arrêter le flux de cerveaux et de compétences africaines qui s'en vont en masse tous les jours. Vous connaissez la question des médecins, des ingénieurs et autres, tous ces spécialistes qui s'en font. Donc il faut aujourd'hui qu'au niveau de l'Union africaine, qu'on trouve un moyen, d'abord pour empêcher leur départ, et surtout un autre moyen pour favoriser leur retour pour ceux qui sont déjà partis. L'autre point, c'est l'immigration clandestine, c'est-à-dire les gens qui prennent des moyens, choisissent des moyens périlleux pour s'en aller. Et là, c'est encore plus grave, et je suis d'accord avec toi, les États africains, puisqu'ils partent bien de quelque part. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le hub de l'immigration clandestine, pour emprunter le terme, c'est bien la Libye, parce que c'est un peu géographiquement charnière. De là, on va à plusieurs destinations. Mais tout le monde sait où ça se passe. Pourquoi on n'empêche pas les départs? C'est la question que je me pose toujours. Les gens, ils partent sur des canoës gonflables, comme ceux qui sont morts récemment, dont tu parlais tout à l'heure, on en parlait dans le reportage. Mais ils partent des côtes africaines. On les voit partir. Enfin, ceux qui vont, ils payent. Recruteurs. Il y a des gens qui perçoivent cet argent, des gens qui sont connus, parfois avec la complicité locale. Donc moi je dis, je ne sais pas pourquoi les Africains se laissent, excusez-moi, encore ridiculiser. Mais je me dis, et ça rejoint votre propos, M. François Onana, c'est que les bon nombre de dirigeants africains, conscients de ce qu'ils n'offrent pas toujours à leur population les commodités nécessaires pour les maintenir chez eux, ben, ils font semblant de ne pas les voir partir en se disant, bon, tant qu'à faire, ils n'essayent surtout pas de les retenir. Parce que tous ne meurent pas. Et ceux qui ne meurent pas, quand ils arrivent, ils se lancent dans des petits métiers, et puis plus tard, vous parlez de diaspora africaine, et cette diaspora envoie de l'argent en Afrique. Vous savez bien comment c'est organisé au Sénégal et au Mali. Voilà. Mais tous ces gens aujourd'hui qui envoient des centaines de mille ou de millions à leur famille au Mali et au Sénégal, ce qu'on ne dit pas, c'est que certains sont partis par bateau. Et bon, donc tous ne meurent pas. Donc je me dis, c'est aussi le pari des... On se dit un mal pour un bien. Oui, mais je pense que ça ridiculise encore une fois de plus l'Afrique. Voilà, merci messieurs. J'aurais aimé que nous parlions un peu des filles de Chibok qui ont été libérées. Elles sont 82 au total sur la plus de centaines qui avaient été enlevées en 2014. 3 ans plus tard, quelques-unes ont été libérées. Peut-être qu'on parlera de ça la semaine prochaine. Le temps imparti à la rubrique arrive à son terme. On va juste marquer la petite pause pour rentrer dans la deuxième partie de l'émission qui va commencer, elle, par le plat de résistance. Ce sera l'entretien que nous aurons avec le docteur Hugues François Onana au sujet de son ouvrage Printemps libyen, la victoire posthume du colonel Mouammar Kadhafi. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de Sans Rancune pour commencer cette deuxième et dernière partie d'émission aujourd'hui. On va commencer, comme on l'a dit, avec le plat de résistance qui est donc l'entretien qu'on va avoir dans quelques instants, surtout le face-à-face qu'on aura entre Cabral Libye et le docteur Hugues François Onana. Bonsoir, docteur Onana. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Merci de m'avoir invité. Donc, pour vous représenter sommairement à nos téléspectateurs, vous êtes donc journaliste, vous êtes également enseignant, sociopolitiste et chercheur. Vous avez commis cet ouvrage aux éditions La Renaissance
Renaissance africaine, Printemps libyen, la victoire posthume du colonel Mouammar Kadhafi. C'est donc ce livre qui vous vaut d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Et on va commencer sans fioriture en vous laissant au bon soin de M. Cabral Libye. Bonsoir ou bonsoir à vous, François. Oui, bonsoir Cabral. D'abord, je pense qu'il faudrait modestement vous féliciter pour cet autre ouvrage. Merci. C'est le mot qu'on doit vous reconnaître, c'est que vous faites l'effort de publier et c'est bien pour la postérité. Merci. Et pour cet ouvrage en particulier, qu'est-ce que vous recherchez en fait? Quel est votre objectif? Printemps libyen, la victoire posthume de Mouammar Kadhafi. Première chose, je cherche à informer le peuple de ce qui s'est réellement passé en Libye. Deuxième chose, je voudrais déterrer ce que une certaine presse a voulu enterrer. Déterrer quoi? Pas déterrer Kadhafi, mais déterrer quand même l'image ou bien l'opinion qu'on a voulu imposer au monde, à savoir qu'il n'y a rien eu. Ce qui s'est passé en Libye, c'est un non-événement. Ça devait se passer comme ça. Quelqu'un est mort, il faut oublier ça. Moi, je dis non, non. Il est mort, il ne faut pas oublier ça. Il faut revenir sur les conditions de sa mort. Pourquoi il est mort? Pourquoi on l'a tué? C'est une problématique importante. Pourquoi on l'a tué? Qui l'a tué? Pourquoi on l'a tué? On l'a tué, pourquoi? Parce que il était un personnage atypique. Il n'obéissait pas aux injonctions de l'étranger. Donc, les autres chefs d'État qu'on ne tue Beaucoup pas, de chefs d'État, donc les autres qu'on ne tue pas, c'est parce qu'ils se sont aux beaucoup injonctions, de c'est ça? chefs d'État, beaucoup de chefs d'État, ou alors certains, pour être plus modérés, obéissent aux injonctions de l'étranger. Ou alors, Je repose bien ma question, M. Onana. Posez Est-ce votre à dire question. que tous les autres chefs d'État qui réussissent quand même la prouesse de rester au pouvoir 30 ans, 20 ans, eux, ils doivent leur perpétuité à leur obéissance? moi je n'ai pas dit, Aux puissances moi j'ai étrangères. dit, je n'ai pas dit tous les chefs d'État. Mais j'ai dit, certains sont bien obligés de composer, d'être dociles. Citez-en quelques-uns. Je ne peux pas citer les gens. Ils sont là, vous les connaissez. Justement, c'est ça le problème, M. Onana. Vous les connaissez. Non, moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas un L'ouvrage- moi je suis pas un procureur. L'ouvrage renseigne. Il renseigne. D'ailleurs, je l'ai parcouru, il y a quelques éléments nouveaux parce qu'il y a aujourd'hui presque un encombrement de littérature sur Mouammar Kadhafi. On se demande, mais pourquoi vous avez tous attendu sa mort pour commencer à écrire sur lui? Pourtant, tout ce que vous dites dans les ouvrages, avant vous, il y a le professeur Jean-Emmanuel Pondy, Vie et mort de Mouammar Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique? Ben, tout ce que vous dites dans ces ouvrages-là était connu avant. Non, mais personne n'en a fait l'apologie du vivant de Sauf Kadhafi. qu'il n'y avait pas eu le printemps libyen, il n'y avait pas eu le printemps, l'intervention militaire musclée de l'OTAN en Libye, intervention, n'est-ce pas, qui a été autorisée, entre guillemets, par la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle résolution visait à protéger les populations libyennes. Oui, mais justement, quand on vous écoute, vous voulez en faire une exception à la matière. Mais Saddam Hussein a été tué exactement dans les mêmes conditions, il n'était pas africain. Que répondez-vous à ceux qui disent que... Mais c'était pas bien de tuer Saddam Hussein. Oui, mais vous pouvez citer Saddam Hussein et bien d'autres. Non, Saddam Hussein... Oui, mais la question, c'est une pratique internationale. On le sait aujourd'hui, c'est déséquilibré, c'est injuste et tout ce qu'on veut. Mais il y a pas une pratique internationale. C'est-à-dire que vous faites comme si c'était quelque chose de normal. Non, je ne dis pas que c'est normal. d'anormal. Quand je dis c'est injuste, c'est déséquilibré, je n'en fais pas l'apologie. C'est anormal, oui. Je fais un constat de chercheur comme vous. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que justement vous faites partie de la catégorie des auteurs pleutres, poltrons, qui n'ont pas eu le courage d'exalter Kadhafi de son vivant parce qu'il était infréquentable? Si vous m'avez... Après sa mort, ma question c'est où étiez-vous quand il était vivant? Écoutez-moi très bien. Parce que vous savez que savoir écouter, c'est une vertu. Et je vous demande d'écouter ce que je vais dire. Je n'ai pas encore dit. Ouais, alors je suis silencieux depuis 30 secondes. Je dis donc ceci. Je vais écrire
bientôt un ouvrage qui va vous faire sursauter. En réalité, c'est un ouvrage qui est déjà écrit. Je veux simplement rassembler mes chroniques de politique internationale. Si vous voulez, je peux faire un livre de 500 pages sur ce que Kadhafi faisait de son vivant. Quand je veux le rassembler, je veux donner ça. Je veux donner un titre à ça, parce que ça existe. J'ai au moins écrit dans ma vie 2600, 2700 chroniques. Alors parmi ces 2600 chroniques, il y en a peut-être 300 qui sont sur Kadhafi, et je peux y faire 2 livres. Et j'ai donc dit toutes ces choses-là sur Kadhafi de son vivant. Donc vous ne pouvez pas me De toute façon, celui-ci, je le dis encore, comme celui de Jean-Emmanuel Pondy, renseigne à suffisance, et tous les lecteurs, et j'invite les gens à le lire, ils vont découvrir beaucoup de choses intéressantes sur ses œuvres. Mais la question demeure, M. Hugues-François Nana. Souvent quand vous parlez de la vie de Kadhafi, vous oubliez qu'on parle d'un pays africain et qu'il était président et dirigeait des Africains qui étaient des Libyens. Oui. Pourquoi dans votre ouvrage, le vôtre en particulier, vous faites complètement abstraction de toutes ces exactions? C'est quand même quelqu'un qui gazait des villages. C'est quand même quelqu'un qui a commis des homicides de masse que d'aucuns qualifiaient de génocidaires. Quand vous excusez ce genre de choses, pourquoi vous ne le dites pas dans votre ouvrage? Qu'est-ce qui vous interdit, pendant que vous exaltez ce qu'il a fait de bien comme bâtisseur-constructeur, pourquoi vous ne mettez pas aussi suffisamment en relief toutes ces exactions? C'est quand même des humains qu'il a tués. Heureusement que vous avez avoué que vous n'avez fait que parcourir l'ouvrage. Mais si quand vous allez le lire, vous allez vous rendre compte que j'ai parlé de ses accointances, par exemple, avec le terrorisme. J'ai parlé de son rôle supposé dans les attentats de Lockerbie. J'ai parlé de sa possession antérieure, des armes bactériologiques. J'ai parlé de toutes ces choses-là dans le livre. Mais même si ce n'était pas l'objet, vous savez très bien que quand vous écrivez, votre écriture a un objet. Vous me donnez raison, justement. Justement. Vous me donnez raison. Je pense. Cette littérature de l'exaltation du Kadhafi, bâtisseur, grand homme, tout ce que vous voulez, pourquoi vous vous accommodez si difficilement de l'autre visage de cet homme que vous exaltez? Vous savez que nous, dans la recherche, même dans la recherche, il y a un choix, il y a un sujet de recherche. Le sujet que moi j'ai choisi, n'est-ce pas, c'est d'expliquer aux gens pourquoi il a été tué. Et dans le pourquoi il a été tué, je devais donc montrer ce qu'il a fait. Mais justement... On l'a tué, attendez, oui. On l'a tué parce qu'il a fait beaucoup de choses positives pour la Libye et pour l'Afrique. Je vais vous citer quelques exemples. Kadhafi a restitué sa dignité et son pétrole au peuple libyen. Parce qu'avant, le pétrole libyen était un peu dépensé et utilisé n'importe comment. Mais lorsque Kadhafi est venu, non seulement qu'il a fait augmenter le prix du pétrole au niveau de l'OPEP, ce qui lui a apporté, disons, davantage de revenus, mais aussi il a utilisé ce pétrole pour développer effectivement son pays. Si vous voyez la qualité de route qu'il a laissée en Libye, la qualité des chemins de fer, la qualité des logements sociaux, la qualité de l'éducation, qu'il a laissé là-bas. D'accord, monsieur François. Qu'il a laissé là-bas. Il y a eu de très bonnes routes en Libye, sauf des aéroports. Sauf que, reconnaissez qu'il y a de très bonnes routes en Algérie, il y en a de très bonnes en Afrique du Sud, il y en a de très bonnes au Nigeria et ailleurs, et ces chefs d'État n'ont pas été tués. Tout comme, et c'est ça le risque de votre objet d'étude, est-ce que vous ne désinformez pas lorsque vous voulez faire croire à vos lecteurs, vous voulez faire croire à vos lecteurs que Kadhafi a été tué simplement parce qu'il construisait la Libye, parce qu'il a restauré le pétrole libyen à la Libye, ce que d'autres chefs d'État ont fait dans d'autres pays. Parce que, attendez, il n'était pas le seul à bâtir son pays, à ce qu'on sache. Attendez, est-ce que vous savez ce qu'il a fait au niveau de l'Afrique? Il y a un problème essentiel. Il a financé la construction du satellite. S'il vous plaît. Laissez-moi le dire. Ben, allez-y. Laissez-moi le dire. Je présume que c'est ce que vous allez dire. Je l'ai lu dans votre ouvrage. Ce n'est pas seulement la construction du satellite. Parce que j'allais vous dire que le Nigeria en a construit deux. S'il vous plaît. Et on n'a pas tué là-bas. S'il vous plaît.
regardez bien. Ne lisez pas ça légèrement. Non, ce n'est pas une question de légèreté. C'est- Kadhafi si n'est vous- pas le seul Africain à avoir financé la c'est- construction d'un satellite. S'il vous plaît. Non, non, Les non. chefs d'État nigériens l'ont fait. Vous savez que les gens nous regardent. Cette information, vous la biaisez. Ne la biaisez pas. C'est une information importante et qui est essentielle sur le plan politique et même sur le plan idéologique. Figurez-vous, les téléspectateurs qui nous regardent, figurez-vous, avant la création du RASCOM, n'est-ce pas, qui a été une exigence de Kadhafi. Parce que c'est Kadhafi qui a appelé ses frères et leur a dit que le satellite que nous utilisons pour nos communications, surtout avec l'extérieur, ce satellite-là, nous le louons à 500 millions de dollars par an. N'est-ce pas? À 500 millions de dollars tous les ans. Et nous le faisons depuis les années 60. On ne va pas s'attarder là-dessus, monsieur. Il Ounana. faut effectivement... Avant votre ouvrage, le professeur Pondi l'a dit dans son ouvrage, avant le vote. C'est bien expliqué dans un précédent ouvrage. Là n'est pas la question. N'occultez pas cette question. Les Africains le savent déjà. Non, ils ne le savent pas. Kadhafi a construit le satellite. Non, Kadhafi non, je vous dis comment ça s'est passé. a financé le Fonds monétaire africain. s'il vous plaît. On sait tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. On ne va pas passer l'entretien à ressasser ce qu'on sait déjà. Il faut le dire et dire que les Africains ont dit que non, ce satellite est très cher. Construire notre satellite à nous. Kadhafi leur a dit... Votre problème à vous, c'est que vous attendez sa mort pour le ressasser. Il fallait le faire a avant. dit non, il n'est pas cher, il coûte 500 millions. Pendant qu'il parlait, il a pris 350 millions, il a posé sur la table. L'Algérie a pris 50 millions, le Nigeria a pris 50 millions, l'Afrique du Sud a pris 50 millions. Ça a donc fait, en l'espace d'une journée de discussion, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 40, 50 ans a été fait. Et vous voulez qu'on passe ça sous silence? Il n'y a pas de Ou bien doute. qu'on raconte ça comme une simple anecdote? Il n'y a pas de doute, monsieur Ounana. C'est un acte politique, symbolique, qu'il faut exalter. Je vous le concède volontiers. Oui. C'est pas vous qui m'apprendrez que Kadhafi a construit et avait une attitude volontariste. Voilà. La question c'est, vous essayez de faire croire aux Africains qu'on a tué Kadhafi uniquement parce qu'il a construit des satellites, alors que le prétexte à ce qui s'est passé en Libye, c'était bien ses dérives personnelles à Kadhafi. Et ça ne ressort pas suffisamment dans votre ouvrage. L'Occident ne peut pas tuer un chef d'État uniquement parce qu'il construit des satellites. Il s'appuie sur un prétexte. Justement, vous êtes une victime de la propagande occidentale. Non, pas du tout. Vous êtes une grosse victime. J'ai envie de vous retorquer votre propos de tout à l'heure. Des milliers de personnes qui ont été gazées, M. Hugues-François Ounana. Lorsqu'on intervient pour sauver la vie à des milliers de personnes, vous voulez opposer à ça un satellite? C'est ce que les gens disent. Ce n'était pas ça. Justement, n'a-t-il je pas dis gazé des que gens? c'est faux. N'a-t-il pas financé le terrorisme? Je dis que n'a-t-il pas financé l'attentat d'un avion? C'est pour ça qu'on le tue pour... Attendez, hein. Et vous pensez que ce n'est pas suffisant de déloger un chef d'État qui gaze des villages, s'il vous plaît. qui fomente des attentats? Il y a eu des exactions, comme vous dites. Mais attendez, il ne faut pas passer par perte et profit, n'est-ce pas? Les actes que Kadhafi a posés pour s'amender, par exemple, c'est des actes, hein? C'est pas la littérature. En fait, il a posé des choses pour s'amender. Vous avez répondu. Au moment où il s'est amendé, et au moment où on assistait à son retour en grâce au niveau mondial, l'humanité entière recommençait à reconnaître que ce monsieur, c'est quelqu'un avec qui il faut compter. C'est ce moment-là. Il a été reçu, par exemple, à Paris, par Sarkozy, tapis rouge. N'est-ce pas? On ne reçoit pas à Paris un dictateur. Heureusement, vous dites que c'est Sarkozy qui l'a reçu et qui l'a tué par la suite. Ce n'est pas en Afrique qu'il a été reçu. D'ailleurs, c'est à se demander, et c'est là ma question, pourquoi curieusement, cette Afrique qui célèbre tant Kadhafi aujourd'hui, aucun des chefs d'État africains n'a justement réservé à Kadhafi le type d'accueil auquel il a eu droit à Paris? Si. Partout en Afrique, vous savez comment il a été reçu au Mali? Il a visité l'Afrique, mais je parle bien de la qualité de l'accueil. Vous savez comment il a été reçu au Burkina Faso? Oui, je sais. Vous savez comment il a été reçu même en Côte d'Ivoire? Un accueil très, très chaleureux, un accueil très, très amical, très, très fraternel. Alors, deux questions encore. Oui. L'autre question, autant comme je vous disais tout à l'heure, vous minorez un certain nombre de détails
dans votre ouvrage, et je crois quand même que dans une démarche scientifique équilibrée, il serait bien, dans vos ouvrages d'exaltation de Kadhafi, si ça se veut scientifique, de mettre aussi suffisamment en relief ce qu'il a commis comme exaction. Tout comme, j'ai envie de vous demander, pourquoi dans vos ouvrages, vous ne mentionnez pas suffisamment la responsabilité des autres pays africains dans la mort de Kadhafi? Où était la solidarité africaine au moment où il a été assassiné? Et pourquoi votre ouvrage n'en parle pas suffisamment? Si, j'en parle. Ah ben ça encore, ça m'a échappé parce que j'ai parcouru. J'en parle parce que, effectivement, c'est vrai. Ça devient un peu facile, hein. Chaque fois que je relève une insuffisance, vous dites que c'est parce que j'ai parcouru. Non, vous savez que... C'est sans rancune. Hein. Ces livres, ce n'est pas... C'est justement pour ouvrir les yeux des Africains. Il ne faut pas qu'on vienne vous ramasser. Oui, mais pendant qu'on y ouvrons les yeux des Africains, dites-moi, comme vous n'en avez pas parlé suffisamment, pourquoi vous ne parlez pas du manque de solidarité africaine? Je parle du manque de solidarité. Oui, mais vous le dites très mollement. Parce que c'est tout autant, en fait, la responsabilité des Africains. La responsabilité première n'incombe pas. En fait, il a été abandonné par les Africains. Lui qui construisait tant l'Afrique a été abandonné par les autres chefs d'État. Je voudrais vous dire exactement comment ça s'est passé. C'est-à-dire au moment où l'Afrique, qui savait qu'elle ne pouvait pas opposer une résistance militaire à l'OTAN, le rapport de force sur ce terrain-là lui était défavorable. Ils ont donc estimé que la négociation était la meilleure façon de sortir de la crise. Ils ont donc mis en place des mécanismes de négociation que l'Occident a tout fait de torpiller. Et vous savez qu'au moment où... On finit encore par là. Mais c'est par justement, le crépitement des armes à Benghazi, à Tripoli et à Sirte a étouffé pratiquement la négociation africaine de la palabre diplomatique africaine. C'est ça qui s'est passé. Merci beaucoup à vous, M. François Onana. On notera que vous avez fait un choix éditorial, c'est d'exalter un homme en minorant ses exactions, en minorant la responsabilité de ses pairs africains. Mais peut-être que dans un prochain ouvrage, vous allez rééquilibrer. Toujours est-il que votre ouvrage, pour le peu que je l'ai parcouru, je le trouve très enrichissant. On en apprend beaucoup sur l'homme Kadhafi et peut-être que ça inspirera d'autres leaders africains comme celui-ci et que Dieu continue à vous inspirer pour ce type d'ouvrage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Cabral Livy. Je vous remercie infiniment. Merci Hugues François Onana. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je voulais juste, Cabral, vous avez évoqué le sommet des chefs d'État qui se tenait à Malabo au moment de l'attaque en Libye. Je me souviens que j'ai couvert ce sommet-là et j'avais eu le privilège de rencontrer 3 chefs d'État, enfin 2 chefs d'État et le président Ping, qui était à l'époque le président de la Commission de l'Union africaine, le premier ministre éthiopien Meles Zenawi, aujourd'hui de regretter mémoire, et le président Issoufou, qui était la guest star de ce sommet parce qu'il venait juste d'être élu. Et je me souviens des propos très acerbes qu'ils avaient eu contre la coalition et contre cette attaque sur la Libye. Et je pense même que tous les journalistes qui avaient couvert avaient effectivement noté qu'il y avait eu une sorte de... le sommet s'était séparé en queue de poisson parce que les chefs d'État n'étaient pas tous d'accord sur la position à adopter par rapport. Certains voulaient... qu'il y ait des représailles, qu'il y ait tout au moins une riposte. D'autres se disaient, bon, laissons tomber et tout ça, malheureusement. Finalement, c'est le camp de laissons tomber qui a triomphé. Oui, qui était majoritaire. Je ne vous dirai pas ce que m'avait dit le Premier ministre Zenawi à l'époque, mais c'est le camp de ceux qui ont dit laissons tomber, qui ont été minoritaires. Donc, voilà les vrais assassins de Kadhafi. Alors, on va marquer une petite pause. Vous me demandez tout à l'heure si on peut danser, bien sûr. Vous pouvez vous lever et danser, surtout que l'artiste qu'on va proposer est fort jolie, ce serait bien de danser un peu avec elle. Jocelyne Bizarre vient nous présenter son maxi single. Non, ça doit changer. Elle fait 1m70 pour 80 kg, elle chose du 39 et, tenez-vous bien, elle parle couramment 13 langues camerounaises en plus du français, de l'anglais et de l'arabe. Jocelyne Bizarre est sur ce plateau. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Alors merci, moi je suis
vraiment particulièrement heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que je suis un fan. J'ai 2 ou 3 de vos chansons qui me rappellent de très très bons souvenirs et que j'aime bien. Et celle-ci, je l'ai écoutée dernièrement, je préparais de la musique pour faire du jogging. Et donc j'ai demandé l'une de vos chansons au gars qui mettait de la musique. Et il m'a dit non, elle a une nouvelle chanson, je vais te la faire écouter. Je vais l'écouter, c'est comme ça que je l'écoute. Cette chanson-ci. Merci d'être sur ce plateau. Alors, le maxi single s'intitule Frotter Frotter. Oui. Il annonce le 3e album. Oui, il annonce le 3e album. Qui va s'appeler Shut Up. Oui, Shut Up. Alors, parlons d'abord de Frotter Frotter. Parce qu'on a l'impression que vous faites de la musique qui est très dansante, mais qu'au niveau du texte, même si c'est subtil, ça va quand même chercher en dessous de la ceinture. Bon, ben... Assez subtilement, je veux dire, parce que quand on écoute le pilon dans le mortier, quand on dit un gars t'a rencontré aujourd'hui et il veut déjà flotter, bon, ce n'est pas dit, mais c'est dit. C'est pas dit, mais c'est dit, ce n'est qu'une triste vérité, parce que c'est ce que nous vivons couramment tous les jours. Et à un moment, on s'est dit, il y en a un peu marre. Donc, il faudrait quand même peut-être véhiculer ce genre de message pour permettre aux autres de comprendre qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce genre de service, il n'y a pas que le plan canapé. Pour pouvoir, j'aimerais aussi qu'on m'appelle un matin par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je sais faire, mais pas par rapport à par rapport à ma personne. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement le message. Alors, Jocelyne Bizarre, c'est une artiste complète, il faut le dire. Vous êtes danseuse, oui, chorégraphe, comédienne, oui. chanteuse. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ça? Est-ce que vous dites je touche à tout, histoire de toucher à tout? Ouais, je suis bizarre, sans te faire vous couper, j'ai aussi un autre petit talent à côté parce que je confessionne tout ce que je porte sur moi. J'écris les chaussures, j'écris tout ça. C'est peut-être un petit don que j'ai. Voilà. Donc, c'est une voilà, merci beaucoup. C'est une femme multi-casquette. Merci. Mais maintenant, ça fait pratiquement un album tous les ans. Oui. Vous, pourquoi ça? Bon, je vais répondre, ça c'est une réponse à 2 volets, parce que la première, d'abord déjà c'est parce que j'ai mis une petite pause, je suis retournée à l'école et à faire ce que j'ai toujours aimé faire, la médecine, et j'ai fait 3 ans, 8 mois à l'école, à Sens dans le 89 à Paris, en France pardon, donc c'est dans le 89, c'est pas à Paris, c'est en banlieue, donc c'est... Bon voilà, j'ai eu cette pause là, j'ai un peu arrêté parce qu'il fallait faire un choix et donc j'ai vu que le choix était plutôt basé sur la médecine et voilà. Donc ça m'a valu justement, déjà... c'est la question que je voulais poser. Pourquoi vous restez aujourd'hui, vous exercez comme infirmière professionnelle en France où vous résidez. Pourquoi sur ces entrefaits vous décidez de commettre un nouvel album? Parce que la musique reste la passion. Par amour. Parce que j'aime l'art, j'ai grandi dans l'art, j'aime ce que je fais et je peux agencer les deux. Et voilà, aujourd'hui je me sens... C'est naturel, il revient au galop. Oui, je peux le dire aussi. Donc j'aime ce que je fais au fait. Et puis ça ne m'a pas empêché... mon deuxième boulot ne m'empêche pas d'exercer mon premier boulot. Donc j'essaye de joindre les deux et puis ma vie de famille aussi. Donc en fait, vous comptez faire de la musique, vous comptez faire une vraie carrière de musique? Oui. Puisque c'est la musique qui m'a amené jusqu'où je suis aujourd'hui, donc je ne compte pas arrêter en chemin. Vous avez beaucoup d'influence dans votre carrière, Anne-Marie Zier, Grace Descartes, Timitero. Vous avez, avant de commencer votre propre carrière, vous avez accompagné certains artistes, Catino notamment. Quel est l'apport de toutes ces rencontres dans ce que vous faites aujourd'hui? Bon, l'apport par rapport à tout ceci, j'ai appris beaucoup de choses auprès de mes parents, parce que ce sont mes parents, ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis. J'ai eu cette chance de courtoyer tous ces icônes, donc jusqu'à courtoyer Maman Patience Davani, parce que je suis sa danseuse. Donc voilà, j'ai eu cette chance aujourd'hui et j'ai beaucoup appris d'eux. Et ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. L'autre particularité dans votre parcours, c'est que généralement les artistes, ils commencent, ils font un album et ils vont en Europe tout de suite. Vous avez pratiquement sillonné l'Afrique, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Vous êtes allé en Europe sur le tard pratiquement. Oui. Pourquoi être parti? Pourquoi n'être pas resté en Afrique? Pourquoi être parti? On revient à la même réponse. C'est-à-dire je voulais exercer, je voulais
retourner à l'école parce qu'au Cameroun, Oui, j'avais mais pas il y a cette des chance. écoles de médecine Non, en j'avais Afrique. pas. Je sors d'une famille très pauvre, hein. Donc j'avais pas eu cette chance de pouvoir demander à papa, soit à maman, parce que je sors d'une famille de 14 enfants. Donc fallait pas quand même que je laisse mes benjamins et puis que je vienne demander, poser la question à papa. Non. Donc j'ai eu cette chance quand j'ai rencontré l'homme de ma vie et il était de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai profité. Déjà je voulais pas partir, je voulais pas traverser. J'ai jamais voulu résider là-bas. C'est pour ça que je suis revenue. Parce que je suis revenue, j'essaie de me réinstaller au Cameroun et voilà. Donc essayer d'ouvrir ma clinique, s'il plaît à Dieu. Voilà. Alors, déjà, félicitations. Merci beaucoup. Jocelyne Bizarre, c'est la toute première fois que je vous vois de mes yeux. Ça, c'est sûr. Mais, votre musique, comme disait notamment le pilon Dans le mortier. dans le mortier, c'est une chanson qui a fait fureur. Hein. Ça, c'est sûr. Merci. Voilà, donc, bon, mais j'ai quand même envie de revenir sur le pilon et le mortier. Pour frotter, je comprends que vous voulez dire aux hommes arrêtez de vouloir coucher Ouais, tout ça, de suite c'est chaque sûr. fois que vous nous voyez. C'est vrai aussi que quand on croise une femme comme vous avec Pourquoi? tout ce que vous dégagez, Parce que je suis comment? ben écoutez, Avec tous les attributs féminins que vous avez. que vous savez si bien mettre En valeur. C'est vrai? relief, on ne peut pas condamner tout de suite ceux qui veulent frotter. Je sais pas, Mais il ne je faut comprends. pas en profiter non plus. Ben, je vous ai Parce pas que, dit. après, j'ai pas, non, je dis parce que habituellement dans la société, dans nos sociétés, c'est monnaie courante parce que on profite de la naïveté, de la situation de la personne pour pouvoir vouloir frotter. C'est-à-dire parce que je raconte une histoire qui est presque vraie, entre guillemets. Un jour à la maison, mon téléphone qui sonne, et puis Jocelyne apporte ta maquette, et voilà, avant de frotter. La personne ne s'occupe même pas de ma maquette. Il me pose des tas de questions qui ne tiennent vraiment pas la route. Et ça me met tout de suite dans l'embarras, et puis je me mets tout de suite à couler les larmes, parce que je me dis, il aurait au moins pu récupérer d'abord ma maquette avant de Non, je vous jure, vouloir frotter. vouloir c'est frotter. effectivement Donc, dramatique. c'est un peu C'est ça. effectivement Donc, dramatique. c'est terrible. Beaucoup de gens profitent de leur position, enfin, de leur position de domination. Mais sur la question du pilon et du mortier, c'était quoi le problème? Pour flotter, je comprends. Bon, mon pilon, mon mari m'a barré. Il est maintenant. Donc ça veut dire quoi? C'est une femme qui pleure son mari parce qu'il est parti, parce qu'elle était habituée à lui, elle était habituée. Il était un peu près comme, vous voyez, comme il est à côté de moi là. Je me sens forte parce qu'il est là. Ah, mais lui également, je crois qu'il se sent fort. Vous êtes mariée? Madame Onana doit s'inquiéter en regardant cette émission. Ah je bon? crois. Non, madame, on en a sait que son mari, c'est aussi une star. Voilà. Et c'est... Bon, entre vous. Et donc, bon, entre nous. Oui, mais donc, en Non. fait, la femme pleurait son frotteur. Voilà, c'est pas son frotteur, mais son le époux, pilon. son mari. Et alors, voilà, elle était tellement habituée à son mari qu'un jour, elle dit, bon, il fallait pas me délaisser comme ça, il fallait plutôt attendre qu'il pleuve pour ne pas voir mes larmes. Voilà. C'est-à-dire, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de déception. C'est pas forcément l'opilon dont tout le monde parlerait, non. Et puis, l'opilon dont je parle, c'est pas l'opilon par rapport à machin ou paparazzi, c'est pas ça. C'est l'opilon et le mortier qui fait les mets traditionnels dont nous aimons manger dans nos maisons. Surtout qu'on sait que le pilon sans mortier ne vaut rien. Ne et vaut vice rien. versa. Ok. En parlant du maxi single et un peu de promo pour le prochain album, Oui. le maxi single a 3 titres, Frotter, qu'on a donc, dont on a vu le vidéogramme, Béténam et bonus Vieille Cabane. Oui. Voilà, c'est les 3 titres. Oui. Il est disponible où le maxi single? Il est disponible ou alors c'est juste... Bon, il n'est pas disponible en ce moment, mais on peut l'avoir à travers, je ne sais pas si je peux me Oui, bien permettre sûr, de vous donner pouvez. un numéro. Vous pouvez. Donc le Ils 675. sont nombreux, ils sont en train de noter. Vous avez dit 600. 675 Voilà. 33 43 49. 675 33 43 Ben, ne prenez pas le soin de 49. noter. Ça sonne chez vous Charles le... Oui, ça sonne directement chez moi. C'est pour l'album, c'est pour le maxi Oui, single. mais justement, c'est pour l'album. Et bien sûr, Malheureusement, Charles... si vous m'appelez, j'ai un manager qui est très compétent. Donc je tire un grand coup de chapeau aujourd'hui, Martial Akono, qui est avec moi et qui m'encadre très bien. Ça sonnerait directement chez M. Martial Akono et vous aurez tout ce que vous voulez avoir. Voilà. Si ça doit Et se- bien sûr, Charles va nous afficher également tous vos contacts sur les réseaux sociaux. Ça nous Oui, pas dit là. les réseaux sociaux, vous aurez, c'est
vrai? Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Pourquoi est-ce que vous allez me faire ressortir mon naturel? Pourquoi vous les hommes, vous êtes gourmands? On est gourmands. Pourquoi? Il y a Madame Onana qui regarde la télé. Voilà, Madame Onana. Je vais vous donner l'explication. Oui. Vous avez certainement appris la science de la reproduction. Il y a gamète femelle, l'ovule, Oui. gamète mâle, le spermatozoïde. Oui. Figurez-vous que l'ovule ne bouge jamais. Oui. C'est toujours les spermatozoïdes qui viennent vers lui. Et s'il ne courait pas, il n'y aurait pas les enfants. On en a voulu demander tout à l'heure si on peut. Et l'album, Oui. vous parlez, il sort quand l'album? En été 2017. Été 2017. Chez nous, ici, c'est la saison des pluies. Vous savez que nous, on ne sait pas ce que c'est que l'été. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, Donc, moi, je ne sais pas. non, c'est la saison des pluies, parce que l'été. Non, l'été, c'est saison sèche. non C'est un juillet. Non, c'est saison sèche là-bas en Occident. Non. On a justement l'impression aujourd'hui que cette élection a fait des Africains s'aperçoivent pour la première fois que quelqu'un de 39 ans peut diriger alors qu'il y a eu des précédents en la matière. Est-ce que finalement aujourd'hui le même schéma peut se reproduire sur le continent africain? Ce n'est pas la première fois qu'il y a un dirigeant jeune. Est-ce que vous connaissez Patrice Emery Lumumba? De nom. Oui. Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il accédait au pouvoir de manière démocratique, au Congo, Léopoldville, c'est-à-dire au Congo... aujourd'hui RDC. À la RDC, ex-Congo Léopoldville, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Alors, lorsque Lumumba accédait au pouvoir, il avait quel âge? Il était jeune, il avait, je crois, 34 ans. Voilà. Il était à sa 35e année. Donc, ce n'est pas... Donc, on peut même aller penser que l'Afrique, dans ce domaine-là, est précurseur. Oui, bien sûr. Alors, je crois que Macron a davantage, est plus vieux que Lumumba lorsqu'il accédait au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Lumumba? Ces démocrates. Qu'est-ce que ces démocrates-là ont fait de Lumumba? On l'a zigouillé, on l'a tué, on n'a pas vu son cadavre, on n'a pas pu faire son deuil. Pourquoi? Parce qu'on a dissous son corps dans de l'acide, dans un feu. Vous voyez un peu? Pourtant, il était démocrate. Pourtant, il a accédé au pouvoir à la faveur de la démocratie. C'est pour cela que moi, je crois qu'il faut relativiser ce concept de démocratie, surtout démocratie occidentale. Il y a démocratie, moi je suis dans ce livre-là, nous allons découvrir, il y a une charte que j'ai tenu à rendre publique, la charte de l'impérialisme. Cette charte-là, il y a un article qui dit que aucun régime du tiers-monde n'est légitime si nous ne lui avons pas donné notre onction. Même si un régime accède au pouvoir par les moyens légaux, par la démocratie, il n'est légitime que s'il obéit à nos injonctions, s'il défend nos intérêts. C'est pour ça que je dis aussi, moi, aux Africains, faisons très attention. Il y a la démocratie, il y a les tenants de la démocratie, il y a les théoriciens de la démocratie, mais à partir du moment où un pays ou un leader africain n'obéit pas aux injonctions, il est très facile de le taxer, de transformer dans l'imagerie populaire une démocratie en dictature, uniquement parce que cette démocratie-là n'obéit pas, ne satisfait pas, n'est-ce pas, n'est pas conforme
aux attentes de ceux qui sont les architectes du monde, soit dit en passant, qui sont en même temps aussi les théoriciens de la démocratie. Voilà. Donc on a démocratie oui, mais démocratie entre guillemets contextualisée et encadrée. Contextualisée, parce que moi je ne cesserai jamais de dire que la démocratie ne peut être que contextualisée. Et il appartient aux Africains, à nous-mêmes, de trouver les meilleures formes de démocratie. C'est pour ça qu'il dit que la démocratie dont parle Cabral, c'est ce qu'on appelle en sociologie la démocratie formelle. Voilà. La démocratie formelle, c'est-à-dire qui respecte les formes et les normes occidentales. C'est ce qu'on appelle la démocratie, le one man, one vote. Mais le dernier vote aux États-Unis, est-ce que le président Donald Trump a été élu sur la base du one man, one vote? Je dis non. C'est pour ça que la démocratie dont on parle, n'est-ce pas, elle doit obéir aux canons occidentaux lorsque ça satisfait les Occidentaux. Mais je répète que le suffrage universel n'a pas été pratiqué, n'est pas pratiqué aux États-Unis même. Qui est considéré comme l'un des berceaux de la démocratie. Oui. Donc, j'ai hâte que nous soyons à l'échange. Il faut que les gens le comprennent. C'est une vérité de la dernière évidence. On ne peut pas le contester. Je voudrais dire, pour terminer, très rapidement, lorsque Al Gore conteste les élections en 2000, vous savez pourquoi il conteste? Non. Parce que sur le plan des suffrages exprimés, il était majoritaire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait gagner les grands électeurs? C'est les grands électeurs. Est-ce que c'est la démocratie? Allez savoir. Il faut. Vous vouliez intervenir sur la question de la démocratie, Babi Sakana? En fait, je voulais dire quelque chose de simple. C'est que dans l'idée, ce que moi j'ai compris de ce que Cabral disait, et qui est quelque chose qui est constant, c'est que lorsque vous utilisez une technologie organisationnelle, la démocratie en est une. C'est comme le marché. Hein, exactement. Lorsque vous utilisez le marché dans votre pays pour organiser vos affaires économiques, c'est la même chose. Le pendant, sur le plan de la liberté et des choix, vous voyez, de ceux qui dirigent. Donc, c'est une technologie. Elle a donc des composantes d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être strictement appliquée de la même manière, mais les principes fondamentaux, c'est eux qui font un standard. C'est-à-dire, et ce standard-là n'appartient pas à un camp. Il n'appartient pas à un individu. C'est un savoir opérationnel que n'importe qui peut utiliser. Et dans ce sens, l'Afrique doit utiliser toute technologie qui permet de faire progresser ces peuples. Ces normes existent. Il faut pouvoir les rendre accessibles. Et nous disons donc dans la conférence qu'il faut que cette acquisition, ce transfert de technologies s'opère progressivement. Parce qu'on ne va pas faire en une édition, ça va être chaque année, donc on va faire plusieurs éditions. Et l'enjeu, c'est d'avoir une masse critique de professionnels, d'experts en management de projets. Dans nos universités et grandes écoles, qu'il y ait beaucoup de parchemins, vous voyez, où des enfants sortent et qu'ils connaissent vraiment pas ce qu'on a en théorie, c'est-à-dire dans les livres, mais les normes. Parce que les normes, elles codifient comment les choses se font, comment on appelle l'état de l'art. Donc, et la conférence a pour objectif donc de faciliter cette transmission, cette acquisition de technologies. On fait venir une vingtaine d'experts. Vous anticipez sur la question que je voulais poser. Je voulais déjà poser la semaine dernière lorsque vous étiez là. Une question à deux volets. Le premier volet, qui vient ? À qui s'adresse la conférence? Elle s'adresse à qui peut venir? Est-ce qu'elle s'adresse aux managers de projet? Est-ce qu'elle s'adresse au pouvoir public? Qui vient? Et ensuite, quel est le contenu et les intervenants qu'il y aura pendant la conférence? D'abord, elle s'adresse à qui? Les porteurs de projets, c'est en général les entreprises, les administrations, les gouvernements.
Même les particuliers, certains particuliers investissent énormément. Voilà, donc tous les acteurs qui portent les projets, qui veulent participer à la transformation, soit de leur région, soit de leur pays, vous voyez, ils ont la préoccupation de voir comment réussir souvent leur projet. Et dans ces conditions-là, donc, leurs délégués, dont les différents cadres qui s'occupent de ces projets, que ce soit dans le privé, le public, que ce soit au Cameroun, dans les 53 autres pays africains, on pense que donc ces gens-là, ces acteurs qui sont dans les projets, qui ont les difficultés pour conduire ces projets, ils peuvent venir pour connaître les meilleures manières de procéder pour réussir ces projets-là. Et le contenu? Le contenu, et attention, en termes de participants, vous savez, pour organiser une conférence qui est panafricaine, vous ne pouvez pas le faire seul. Ça, c'est très important. La transmission de technologie, ce n'est pas un truc où tu t'enfermes, tu prends quelques gens. Donc, on a fait appel à beaucoup d'institutions, et beaucoup de ministères, beaucoup d'entreprises qui sont des partenaires, des sponsors. Le ministère des Postes, le ministre des Postes et Télécommunications parraine la conférence. C'est une décision importante pour nous, dans la mesure où, au plan politique, il y a une certaine convergence, vous voyez, entre les outils qu'on utilise et l'industrie numérique aujourd'hui. Donc, dans la discipline, cette vision de ce ministre pour accompagner la conférence est importante. Donc, on a la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies qui sponsorise. On a des partenaires officiels comme l'ANOR, l'Agence des normes de la qualité, l'OFRICOM, plusieurs ministères, ministère de l'Industrie, ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Agriculture, celui de l'Emploi, la formation. Donc, il y a plusieurs acteurs, vous voyez, qui, ayant compris l'importance de ce qu'on peut obtenir là-bas, ont effectivement mis la main, vous voyez, pour accompagner, de sorte qu'ils tirent aussi profit de la conférence et que nous voulons en fait faire du Cameroun un peu un hub dans la discipline, c'est-à-dire un site principal où les Africains vont converger chaque année pour voir comment accélérer la maîtrise des outils et techniques dans ce domaine. Et qui vient? Nous avons une vingtaine d'experts. Donc, il y a 15 qui viennent de l'étranger, en fait, qui sont des experts vraiment reconnus et établis dans le métier, dans l'industrie. Et parce que la transmission de technologie ne se passe pas seulement dans les simples discours. Donc, on a des acteurs qui élaborent les normes. Vous voyez, le ISO, l'Organisation internationale de normalisation, APMG international, IPMA, donc tous les organismes en fait qui produisent les standards sur la base desquels on certifie les professionnels. Donc ils vont être présents. Le pilotage va s'opérer donc à travers 16 sessions, vous voyez, vraiment calibrées par rapport aux points qui sont prioritaires, parce qu'on est en phase un peu de sensibilisation et pour qu'on puisse impulser une dynamique de massification, c'est-à-dire d'avoir plus de professionnels un peu partout en Afrique, il faudrait que beaucoup de gens maîtrisent les normes qui existent, préparent des certifications, vous voyez, pour être accrédités comme des gens qui connaissent la discipline et que, justement, ils s'occupent des projets. Les grands projets ont besoin de chefs de projet qualifiés pour donc conduire ces projets-là dans les délais, vous voyez, dans les coûts. Et il y a une norme récente de ISO sur la gouvernance des projets, des programmes et des portefeuilles de projets et programmes. Cette norme-là va être promue par l'ANOR, puisqu'elle venait d'être publiée c'est-à-dire au mois de mars. Et ce domaine-là était resté en fait sans référentiel vraiment au niveau international. Et là, ça va être une occasion pour que les gens découvrent que entre la discipline, vous voyez, la recherche qui est faite dans les universités où on écrit des livres et les normes professionnelles, vous voyez, il y a une différence. Les normes sont élaborées par les structures accréditées pour normaliser. Et quand on produit les normes, ça veut dire qu'on peut certifier les gens qui maîtrisent ces normes.
Et là, dans le marché, vous pouvez sélectionner quelqu'un parce qu'on a déjà certifié. Donc vous ne vous posez plus la question sur sa qualification. Et dans ce sens-là, il faut que justement on se débarrasse, vous voyez, de ce qu'on peut appeler tout ce qu'il y a comme séquelles, des types de maladies que nous avons dans les esprits en se regardant parfois de manière déformée. Qu'on apprenne à acquérir les technologies et à les utiliser avec liberté. Et dans ce sens-là, on peut avoir justement des présidents élus avec manière. Parce que le système en place, c'est-à-dire le système démocratique, paramétré, est cohérent. Tout le monde est convaincu qu'au résultat, même si les gens parlent ici et là, il n'y a pas de remise en cause. C'est-à-dire personne ne peut dire que non, vraiment on annule ceci ou cela. Vous voyez, donc chez nous, il faut que les gens arrêtent de dire qu'ils doivent donner des leçons pour l'usage d'une technologie. Et c'est là le message, moi, qui me paraît extrêmement important, dans le sens que ça peut prendre les couleurs, mais ça reste la meilleure manière d'organiser les choses dans les différents peuples qu'on a sur Terre. Peut-être dans Mars, je ne sais pas comment les gens vivent là-bas. Au moins pour ce domaine, il faut qu'on sache que c'est comme ça. Et quand on ne fait pas comme ça, on ne peut pas avancer vite. On retiendra que Babi Sakana a décrété qu'il y a des humains qui vivent sur Mars. Alors, 30 secondes pour terminer. Peut-être même moins. Le problème qu'on a quand on écoute certains intellectuels africains qui se battent comme ils peuvent pour justifier le pouvoir perpétuel, c'est qu'on ne sait plus exactement de quel côté ils vont. On vous dit la démocratie qu'on nous impose est une camisole de force. Regardez aux États-Unis, regardez, non. D'abord, Al Gore n'a pas contesté les élections parce qu'il avait eu plus de voix. Si, c'est pour ça. Alors, s'il vous plaît, messieurs, on ne va pas ouvrir le débat sur les élections américaines. Je vous en prie. On est largement au-delà du temps imparti à la chronique. Il faut restituer les choses. Il y avait eu des malversations liées au tripatouillage d'un certain nombre de documents. Si c'était le cas, Hillary Clinton aurait contesté les élections. C'est le système américain, le système des grands électeurs. Et tous sont tombés d'accord sur les règles du jeu avant l'élection. C'est pour ça que même si Hillary Clinton a eu plus de voix, mais moins de grands électeurs, elle ne conteste pas parce que le peuple américain s'est choisi ça comme règle et ça n'enlève rien à leur démocratie. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on fait comme si les modalités démocratiques... Vous ne voulez pas que l'Afrique aussi ait ses propres Mais règles. justement, les règles applicables actuellement en Afrique ont été édictées par les Africains. Si vous prenez le cas camerounais, il me semble que le système électoral camerounais, c'est le système que l'Assemblée nationale camerounaise a adopté. Le système électoral gabonais, le système électoral, ce sont les institutions démocratiques de ces pays-là qui ont adopté ces règles. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on change les règles tous les jours. On a choisi des règles hier. On se rend compte que mais les règles-là ne nous permettent pas de rester éternellement au pouvoir. Un matin, tchac, on décide de les modifier. C'est ça le problème. On veut nous faire croire que les Africains ont le monopole du consensus, puisque c'est ça qu'on veut substituer à la démocratie. J'ai lu certains intellectuels. On veut nous faire croire que l'Afrique a le monopole du consensus, que l'Afrique a le monopole de la multi-ethnicité, que l'Afrique a le monopole du communautarisme. Tout ça, et je dis les intellectuels qui continuent à polluer en réalité l'Afrique avec ces théories biaisées, simplement parce que les uns et les autres veulent préserver leur place au pouvoir ou séduire le pouvoir à un moment, tôt ou tard ça les rattrapera. Moi je suis très heureux de voir aujourd'hui, Hugues François Onana et beaucoup d'intellectuels africains écrire sur Kadhafi, mais je les attendais au moment où on était en train de tuer Kadhafi, on en parlera tout à l'heure. Vous en parlerez. Pour qu'ils disent à ces présidents-là, agissez. On a tué Kadhafi en Afrique, il y avait un sommet des chefs d'État en Guinée. Pendant qu'on le tuait en Libye, personne là-bas n'a bougé le petit doigt. Alors c'est trop facile aujourd'hui qu'il est mort. On en parlera, ne n'ouvrons pas le débat là-dessus, on en parlera avec François Nonatou, le bien. On va juste marquer la pause et retrouver tout de suite l'event de la semaine. Eh bien, l'événement cette semaine encore, c'est le Pan-African Project Management Conference. C'est tout un programme. Tout un programme, effectivement. Donc, c'est la conférence panafricaine sur le management des projets. Et déjà, la semaine, il y a 2 semaines, quand vous étiez sur ce plateau, vous nous disiez qu'effectivement, cette conférence-là vise
on parle de développement africain en construisant de grands chantiers, de grands ponts, de grands barrages, bref, de gros projets infrastructurels. Mais le management des projets peut être également un vecteur pour impulser le développement. Oui, naturellement, puisque si vous devez transformer vos espaces à travers les projets, il faut évidemment que vous évitiez d'avoir des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets qui ont échoué parce qu'ils ont été mal conçus ou parce qu'ils ont été mal montés, et donc on les réalise à l'exploitation, on se rend compte qu'ils ne donnent pas les résultats qu'on attendait. Et donc c'est un ensemble de technologies, le management de projets, donc c'est une discipline qui est restée peu connue. Vous voyez, en Afrique, dans la plupart des pays. Et la question, toujours en matière de technologie, c'est de permettre aux gens d'accéder à ce savoir opérationnel, de rendre ça accessible à plusieurs personnes pour qu'il y ait plus de personnes qui gèrent les projets selon les meilleures pratiques qui sont reconnues. La conférence vise quoi? Elle vise la formation au management des projets, ou elle vise la formation à la conduite des projets? Le management de projet, ça veut dire tout le cycle. Vous concevez bien, vous le réalisez, et puis on gère l'actif qui sort du projet, et qui est satisfaisant, qui donne des bons résultats. Donc c'est sur tout le cycle. Toutes les qualifications, les connaissances, les outils et techniques que vous devez utiliser pour conduire tout ce processus. C'est ça qui rentre dans cette discipline. Et l'enjeu, c'est de dire que si nos projets échouent et qu'il y a beaucoup d'éléphants blancs, c'est parce que les équipes de projet ou les personnes qui participent n'ont pas forcément les qualifications requises, vous voyez, pour réaliser les choses comme il se doit. Et comme ces outils existent, Hugues François Onana est un journaliste bien connu sur la scène médiatique camerounaise, et pour cause, sa voix a bercé plus d'un sur la radio nationale camerounaise. Mais il est également sociopolitiste et chercheur. Il est l'invité de cette édition de Sans Rancune, et pendant 90 minutes, on parlera avec lui notamment de son nouvel ouvrage intitulé Le Printemps arabe, la victoire posthume de Mouammar Kadhafi, tout un programme. Je vous invite donc à suivre très attentivement cette édition au cours de laquelle nous recevrons également dans quelques instants Babi Sakana, qui reviendra nous parler de ce grand événement sur le développement de l'Afrique à travers des plans qu'il organise donc à Yaoundé. Ça se tiendra au courant de ce mois de mai, je crois, ou alors en juin. Au courant de ce mois de mai. On en parlera également dans cette édition. Une édition dans laquelle on vous retrouve, vous, Cabral Libye, pour nous parler cette fois-ci de Macron et de savoir si son élection peut parler à l'Afrique, ou alors si ce qui s'est passé en France avec l'élection de Macron peut arriver en Afrique. Bonsoir Cabral. Bonsoir Paul, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Et dans cette édition également, on aura une vraie star. On en a d'habitude, mais là, c'est une vraie de vraie. Elle a tout ce qui s'apparente à une star. C'est une star au sens propre du terme. Jocelyne Bizarre, artiste camerounaise, qui viendra nous présenter son nouveau single intitulé Frotter, Frotter, qui est précurseur de son 3e album. Lui, il sera intitulé Shut Up et viendra sur le plateau nous en parler également. On ira dans cette édition parler des cahiers d'actualité, où nous irons en Libye, où il y a encore eu des morts. Finalement, la Libye sera à la une dans cette édition, d'abord à la faveur du livre de l'invité. Et en plus, dans cette actualité des cahiers d'actualité, on parlera des réactions des chefs d'État africains sur l'élection d'Emmanuel Macron. On ira voir les 82 filles enlevées du lycée de Chibok qui ont été retrouvées au Nigeria. L'une d'entre elles a volontairement refusé de ne pas repartir. Est-ce qu'il s'agit du syndrome de Stockholm? Mais on parlera d'un enlèvement présumé du côté du Tchad. Enfin, on aura, comme c'est la tradition tous les vendredis, Florent Barga, qui viendra à la fin de l'émission, nous présenter l'image et la vidéo de la semaine. Merci d'être en notre compagnie. Installez-vous confortablement. Nous marquons la traditionnelle petite pause pour démarrer tout de suite avec le vif du sujet. À tout de suite. On est donc sur le plateau de Sans Rancune pour cette édition de vendredi soir, et on va accueillir, comme il est de tradition, celui qui va nous accompagner tout au long de cette émission, le docteur Hugues François Onana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente monsieur Libye, que vous devez sans doute, que vous connaissez sans doute très bien. Voilà. On se serre la main. Soyez le bienvenu. Merci. Comment ça va? Installez-vous, ici, juste là. Très bien. Merci infiniment d'être venu à cette émission, docteur Hugues François Onana.
Je le disais en introduisant l'émission, pour vous présenter assez sommairement à nos téléspectateurs, vous êtes un journaliste camerounais hors échelle. Vous avez officié pendant de très très longues années sur la radio et la télévision, l'Office de radio et télévision camerounaise nationale. 27 ans précisément. Parallèlement à ça, donc, vous avez un doctorat PhD en sociologie politique. En sociologie politique, j'ai aussi un DEA en sciences politiques, voilà. Et aussi un 3e cycle en sciences de l'information et de la communication, voilà. Ce qui a fait de moi un journaliste principal en 1990, et j'ai terminé ma carrière au grade de journaliste principal hors échelle. Voilà. Et donc, je disais, parallèlement à votre carrière de journaliste, vous êtes également enseignant d'université. Vous êtes également chercheur. Oui, je cherche beaucoup, je cherche. Et vous avez déjà trouvé pas mal de choses. Je cherche toujours. Vous cherchez toujours. Je cherche toujours. Vous êtes là ce soir à la faveur de l'apparition de cet ouvrage aux éditions de la Renaissance africaine, Printemps libyen, la victoire posthume du colonel Muammar Kadhafi. Ça peut être surprenant comme titre quand on sait que Kadhafi est généralement dépeint comme ce dictateur qui avait des accointances avec des milieux terroristes, qui a financé plusieurs attentats, notamment celui qui a été le plus retentissant, celui de Lockerbie. Et là, Il est dépeint par qui? On y reviendra. Ouais. Sauf que dans l'ouvrage que j'ai sommairement survolé, vous décrivez plutôt un héros. Oui, c'est un héros. Il faut que justice lui soit rendue. C'est un héros, lui, il est mort. Mais il faudrait que les Camerounais, les Libyens, les Africains et le monde entier sachent lire et sachent tirer avantage de ce que Kadhafi a fait, a laissé comme réalisation. Pas seulement pour la Libye. Pas seulement pour la Libye, pour l'Afrique entière et même pour le monde. Parce qu'il a donné des exemples qui vont faire école dans le monde entier jusqu'au siècle prochain. Ce sera dans le plan de résistance de cette émission, notamment à la faveur de l'échange que vous aurez tout à l'heure dans le face-à-face avec Cabral Libye. En attendant, on va accueillir la deuxième personne qui va juste nous rendre une brève visite, comme il en a l'habitude sur ce plateau et se retirer. Babi Sakana est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous présente pas Cabral Libye. Oui, on est présent du Cabral. Merci infiniment, Babi Sakana, d'être encore là sur ce plateau pour nous parler. Alors, je m'égare un peu, c'est PMC, c'est bien ça? Project Management Conference. D'accord. Donc, la conférence panafricaine sur le management des projets. Voilà, donc je me suis un peu emballé les pinceaux tout à l'heure, il fallait que vous veniez restituer ça, on en parlera, ça se tient effectivement ce mois de mai. C'est ça, du 24 au 26 mai. Du 24 au 26 mai au Palais des Congrès de Yaoundé. On reviendra là-dessus sur quelques détails, je vous donne juste la possibilité d'assister avec nous à la chronique de Cabral qui nous revient après quoi, 3 semaines d'absence, c'est ça? Mais non, j'étais la semaine dernière, oui. Je perds un peu le nom. Vous m'avez tellement manqué les 2 semaines précédentes que finalement je ne me souvenais pas que vous étiez là la semaine dernière. Oui, et la semaine dernière vous reveniez de Bamenda justement avec plein de choses dans votre escarcelle justement sur le retour de Bamenda. Et aujourd'hui, c'est l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française qui retient votre attention. Et vous vous posez la question de savoir si le rêve Macron est permis en Afrique. Est-ce que le rêve Macron est permis en Afrique? En fait, cette question en elle-même est un peu erratique. Parce qu'à la vérité, si on parle tant de Macron, ce qu'on met, en tout cas vu d'Afrique, en avant, c'est son âge. Il est âgé de 39 ans. Mais quelqu'un disait tout à l'heure, il faut que justice soit rendue. Il faut reconnaître que les présidents âgés, on n'en a pas connu qu'en France. Seulement au Cameroun... Âgé de la trentaine, vous voulez dire? À la trentaine. Le tout premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, a été élu en 1960, il avait 36 ans. Et si on revient même à une époque beaucoup plus récente, je me souviens que Joseph Kabila, l'actuel président de RD Congo, lorsqu'il remplace son père en 2001, lui qui est né en 71, il n'a que 30 ans. 30 ans. Au Togo, Faure Gnassingbé, lorsqu'il succède à son père en 2005, lui qui est né en 1966, il a justement 39 ans, l'âge de Macron. Beaucoup plus proche de nous, au Gabon, lorsque Ali Bongo Ndimba succède à son père en 2009, lui qui est né en 69, il a très exactement 40 ans. Bon. La différence entre Macron et les autres, c'est que le premier
à Idio, il a été installé par les Français. Et les 3 autres, vous aurez noté, c'est peut-être pas très exact, et on en débat tout à l'heure si vous voulez. On laisse Cabral boucler sa chronique. Les 3 autres, le fil d'Ariane, c'est qu'ils succèdent à leurs parents. En fait, ce qui fait le rêve de Macron, c'est que non seulement il est jeune, mais il est démocratiquement élu. Évidemment, ça remet donc au goût du jour la question de la démocratie. Xavier n'est pas là aujourd'hui, on allait recommencer le débat à zéro. Oui, la démocratie, on l'apprécie différemment selon qu'on est en Europe ou en France. Mais Paul Maël, c'est des questions qu'on a déjà évoquées ici, il me semble qu'elles sont simples. Est-ce qu'il n'y a pas une universalité conceptuelle de la question démocratique? Moi, je réponds par l'affirmative. Parce que je reste convaincu que tous les peuples du monde aiment la liberté d'expression. Je reste convaincu que tous les peuples du monde aiment la répartition équitable des richesses. Je reste convaincu que tous les peuples du monde aiment souverainement décider de qui les dirige. Alors, si chaque fois qu'on veut évoquer la question de l'élection, qui est en réalité quelque chose de bien simple, du latin electio, les juristes la définissent comme cette opération par laquelle un groupe de personnes constituant un collège électoral confie un mandat ou une fonction à l'un d'entre eux. Mais l'élection est quelque chose de bien simple. Pourquoi chaque fois qu'on évoque en Afrique la question de l'élection, la question de la transparence électorale, la question de la souveraineté populaire à décider, je parle du peuple, sa souveraineté à décider de qui le dirige, puisqu'en matière d'élection, on aime toujours à rappeler, en théorie, que le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est d'avoir toujours le choix. On peut très bien avoir fait un mauvais choix à un moment, mais on doit se réserver justement le droit de remplacer ce choix par un autre. Pourquoi chaque fois qu'on évoque la question de l'élection, on nous rappelle que la démocratie c'est ceci, la démocratie c'est cela? Ben, j'ai envie de dire, pour finir, comme Jacques Chirac, que peut-être finalement, la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Mais moi, je ne crois pas en cela. Je reste convaincu, Paul Maël, que la démocratie n'est pour rien à ce qui arrive à l'Afrique. Lorsque nos chefs locaux, et j'aime toujours prendre cet exemple, pendant la traite négrière, vendaient leurs frères pour avoir de la poudre à canon, un peu de tabac et un peu de sel, est-ce que c'est la démocratie qui était là? Lorsque nos chefs locaux, après les indépendances, installés pour certains par les puissances étrangères, ont décidé de brader leur pays, ont décidé de tout vendre aux étrangers, simplement pour se garantir la perpétuité au pouvoir, est-ce que c'est la question démocratique? Non. Qu'on arrête cette diversion. Je suis donc de ceux qui pensent, pour répondre à la question que tu as posée, que le rêve Macron est désormais possible en Afrique, peut-être même plus possible qu'avant, parce que l'éveil populaire a beaucoup changé. Aujourd'hui, les Africains se montrent beaucoup plus disposés à agir souverainement dans le choix de leurs dirigeants, et qu'on arrête à chaque fois de rappeler, lorsqu'on veut justifier la bêtise humaine, j'ai envie de dire la bêtise de certains humains prétendument africains, qui simplement se cachent derrière les oripeaux de l'importation démocratique, et bien qu'on arrête de dire ça aux Africains. La démocratie, elle est universelle. Tout ce qu'elle charrie comme valeur, comme principe, c'est universel. Il n'y a pas parce qu'on a la peau noire qu'on est impropre à la démocratie. C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on doit accepter des gens pendant 30 ans, 40 ans et nous rappeler que parce qu'ils sont vieux, il faut les respecter. Il y a des vieux partout sur la planète Terre. Le respect dû aux anciens et aux vieux, ce n'est pas une particularité africaine, c'est une affaire partagée par les Chinois, les Européens et le monde entier. Et bien qu'on arrête ça. Je dis aux jeunes Africains qui nous regardent, croyez en vous-même. Des Macron, il y en a qui sommeillent, mais simplement parce qu'ils se laissent engloutir, ils se laissent, j'ai envie de dire, enfermer dans la caverne de l'attentisme, de l'inertie, et puis finalement, de la rétrogradation des mentalités africaines. Je lance un appel à tous les Africains, réveillez-vous, c'est possible, plus qu'avant, c'est possible. Moi, je vous lance tout de suite, Hugues François, vous semblez ne pas être totalement d'accord avec la première partie, tout le moins, de la chronique de Cabral. Non, je ne suis pas là pour juger la chronique de Cabral. Je suis là pour participer à cette émission et pour donner des points de vue. Je vous en prie. Bon, alors, je contestais l'âge de Ali Bongo. Ali Bongo lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Ali Bongo a aujourd'hui 56 ans aujourd'hui. Donc il ne peut pas avoir eu 40 ans quand il a accédé au pouvoir il y a 7 ans. Donc il a 56 ans aujourd'hui. D'accord. Il en avait donc 50 au moment où il a accédé au pouvoir. Il en avait 50. C'était juste cette précision. Ah, ok. Alors le sociopolitiste... Il est né en 59, pas en 69. 59.
Alors je vous pose la question qui était l'intitulé de la chronique. Vous, le sociopolitiste, est-ce que le rêve Macron aujourd'hui est possible en Afrique? Parce qu'on a justement l'impression, et c'est là où je rejoins un peu ce que Cabral disait, on a l'impression d'abord que le fait qu'un jeune homme de 39 ans soit arrivé à la présidence de la République en France est un événement exceptionnel. Pourtant, vous avez oublié, ce n'est peut-être pas un exemple à citer, mais en Corée du Nord, on a quelqu'un... Kim Jong-un. On a quelqu'un de bien plus jeune qui est à la tête de l'État. Bon, mais vous me direz, la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord.